Ok. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Hélène, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Ben, Je- ça va très bien. Écoute, on est ravis d'être là avec toi. Bah, Et moi, je suis ravie de t'accueillir. on te remercie de cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de quelque chose qui nous passionne et quelque chose qu'on a en commun apparemment. Donc, du Tout coup, à fait. j'espère que ça va être assez passionnant et qu'on sera à la hauteur de l'événement. Bon, je suis sûre que je suis sûre qu'on le sera. En tout cas, moi, je suis contente de t'accueillir parce que déjà, tu vas être mon futur formateur, je pense, puisque toi, tu es directeur de l'école de formation de naturopathie fonctionnelle et nutrithérapie Innov Naturopathie. Donc, tu vas nous présenter un petit peu ça dans un instant. Mais du coup, donc c'est un grand plaisir de te recevoir déjà pour ça. Et puis aussi, donc moi, je t'ai découvert à travers les vidéos du docteur Mouton qu'on aime beaucoup, tous les deux. Donc, on a une approche, je pense, qui résonne avec les mêmes principes, les mêmes fondations. Donc, je pense qu'on va un peu discuter de tout ça dans cette vidéo. Et puis, je vais te laisser tout de suite te présenter. Du coup, dis-nous un peu plus sur toi, sur ce que tu fais et comment peut-être tu en es venu à t'intéresser à la santé naturelle, à la naturopathie. D'accord. Écoute, je suis Abdelaziz Mansouri et aujourd'hui, je te remercie déjà de nous inviter. On est vraiment ravis d'être là avec toi. Comme tu le sais, ben, moi je suis multicasquette. Je dirige l'école Innov Naturopathie. C'est une école, comme tu le sais peut-être, qui est née au Canada, Mhm. qui a été créée par Marie-Claire Laparé. Et c'était du côté du Québec, Granby. Donc elle a quand même créé cette école en 1994. Et moi, par le plus grand des hasards, par un changement de vie, un chamboulement de vie, je me suis retrouvé dans le désert marocain à faire une palmeraie. Et j'étais toujours intéressé par la santé naturelle. J'avais déjà commencé, je lisais beaucoup dessus sur le sujet, etc. Et puis là où j'étais dans le désert, tu sais, je sais pas si tu as déjà été dans le désert marocain, Mais pas c'est du très peu tout. desservi, c'est très isolé, tu vois, c'est encore à l'ancienne, les gens vivent vraiment, voilà. Même les médecins, des fois, ben, c'est pas fameux, donc pour avoir un rendez-vous, ces gens galèrent, etc. Donc, petit à petit, les gens ont commencé à savoir que, bon, je faisais déjà une palmeraie avec eux, je m'étais marié, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Et puis, en vivant avec eux et dans la communauté, avec un village aussi petit, les gens ont fini par me connaître et puis ils savaient que je pratiquais les plantes. Puis ce qui s'est passé un jour, c'est que un papy que je connaissais et que je passais voir souvent est tombé malade. Donc je le vois assez fatigué. Je lui dis comment ça va? Et puis il explique, il me dit ouais, j'ai été à l'hôpital hier, aux urgences, etc. Et puis on m'a donné un médicament. Et je dis mais fais voir ton médicament. Il me donne son médicament, c'était un antibiotique. Alors je demande c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Là, il commence à me dire que ça l'oppresse ici, que le bras lui fait mal, etc. Bon, moi, dans une vie antérieure, j'avais été steward, donc là, nous, les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, on a quand même l'habitude de les voir venir. Et donc, je lui ai dit, écoute, je te recommande fortement quand même d'aller voir une clinique qui était à Irachiga, pas très loin, et d'aller voir ça parce qu'il me semble que c'est un peu plus sérieux que juste une bactérie ou quelque chose. J'ai bien l'impression que tu es en train de faire une crise cardiaque, mais je suis pas médecin. Va te faire diagnostiquer. Il n'en a pas tenu compte, malheureusement. Ça a pris une semaine. Et au bout d'une semaine, j'entends taper à ma porte, mais d'une violence. J'avais compris qu'il se passait quelque chose. Donc, je suis sorti rapidement et j'ai de suite, par instinct, compris que c'était ce papy qui était en détresse, quoi. Donc, on arrive et puis là, il l'emmène à l'hôpital où il avait été prescrit la première fois des antibiotiques. Il s'occupe de lui et je vois qu'ils lui refont le même traitement, qu'ils lui remettent les mêmes choses. Je rentre voir le médecin, je lui dis, écoute, je ne veux pas intervenir, mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a une erreur qui est faite et ce monsieur va mourir si vous intervenez pas. Il est en train de faire une crise cardiaque. Bon, là, on s'est un peu engueulé. Je suis sorti. Quelqu'un est allé chercher de l'aspirine parce qu'ils avaient quelqu'un de la famille qui avait des problèmes cardiaques et ils savaient que l'aspirine, ça pouvait aider. Ils le lui ont donné et de suite, c'est allé mieux. Et lui pensait être guéri. Mais là, à ce moment-là, ben, écoute, j'ai insisté, j'ai dit demain matin, c'est moi qui viens te prendre et on monte, on va directement à la clinique. Arrivé à la clinique, effectivement, ils lui ont mis l'électrocardiogramme, ils ont tout fait, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il faisait une crise cardiaque. Voilà, forcément, dans le village, ça a fait du bruit.
Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une file devant chez moi de gens qui attendaient pour venir en pensant que j'allais, voilà. Donc, j'ai expliqué à ces gens-là que oui, j'utilisais les plantes, etc., que je pouvais rendre service. D'ailleurs, je ne me faisais pas payer. Je faisais ça vraiment pour rendre service aux gens. Je revoyais avec eux un petit peu ce qu'avait prescrit le médecin et tout, de leur faire comprendre ce qui avait été prescrit, etc. Puis un jour, l'imam du village, qui est un érudit, hein, pas le simple imam que tu peux trouver ici en France, mais vraiment qui est un doctorant, quelqu'un qui est vraiment instruit, etc. Il est venu me voir, il me dit, écoute, tu as rendu service à énormément de gens. Dans 99%, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé même pour des gens de ma famille. Mais il y a un moment donné, il va falloir que tu t'orientes vers quelque chose où tu puisses être diplômé et puis faire ça dans les règles de l'art. C'est là que je me suis enquéri de savoir ce qui se faisait en médecine naturelle. À l'époque, bon, moi, je venais d'un milieu j'avais fait des études en nutrition clinique, je m'étais intéressé à la médecine fonctionnelle, mais j'avais jamais entendu parler de la naturopathie. Et là, je vois l'école de Marie-Claire Laparé qui apparaît parce que elle avait une antenne qui était à Marrakech. Et puis, bon, je téléphone, je tombe sur un monsieur qui me dit, bon, ben, finalement, tu as du bol. Elle vient la semaine prochaine à Tanger. Ça fait ni une ni deux. Je monte à Tanger, je rencontre Marie-Claire Laparé. On discute tous les deux. Et puis, très vite, on est tombés amoureux intellectuellement l'un de l'autre parce qu'elle est elle était beaucoup plus âgée. Paix à son âme, elle est décédée maintenant. Elle avait 74 ans déjà à l'époque. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse, je veux bien rejoindre l'école. Donc, je rejoins l'école avec mon background, qui est celui de la médecine fonctionnelle, qui est celui de la nutrition clinique, etc. Et donc, en abordant les cours, je me rends compte que, bon, il y a des choses intéressantes, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Mais je me rends compte quand même des failles qu'il pouvait y avoir en termes de nutrition dans la naturopathie. Et c'est là que j'ai commencé à lui poser des questions pointues. Et voyant qu'elle ne pouvait pas me répondre, donc moi, j'ai toujours cette habitude d'aller faire les études, les recherches, prendre les études, etc., comparer et puis voir un petit peu comment dire, les fondements scientifiques de ce qui est avancé, et notamment, par exemple, par rapport au régime alcalin. Je trouvais ça d'un ridicule, quoi. Quand on connaît l'anatomie, la physiologie, la biologie, on sait pertinemment qu'on ne peut pas mesurer le pH de son tissu en faisant pipi sur une bandelette. Ça, forcément, c'était hors de question. Donc, et là, j'ai Ça commencé se fait à... souvent, ça, en Mais naturopathie. en Enfin, moi, fait, on me c'est l'a fait vachement faire hein, enseigné. C'est l'année quelque dernière. chose qui est toujours assez présent, qui est toujours enseigné dans la plupart des cursus de naturopathie, mais qui n'a aucun fondement. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec le docteur Georges Mouton, le docteur Affenbeck, on était plusieurs, on a fait un espèce de webinaire sur le sujet. Et en fait, de ce qu'avait trouvé le docteur Affenbeck et de ce que j'ai trouvé moi au niveau des recherches, on a tous les deux fait nos recherches, puis on a croisé ce qu'on avait trouvé. Ce qu'on s'était rendu compte, en fait, c'était que c'était les gens qui avaient des problèmes au niveau des reins, qui avaient bon, ben voilà, des reins défaillants, etc., qui pouvaient avoir un problème par rapport à certains aliments, mais il était en aucun cas possible de modifier son pH en mangeant des aliments acides. Ça ne fait absolument aucun sens. Et ça, D'accord. je veux dire, ça mériterait de faire une vidéo complète, Oui, mais c'est vrai. j'invite les gens qui sont curieux et qui veulent voir un petit peu ce qui s'est dit sur le sujet, d'aller voir la vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube. Ils peuvent taper, regarder, et puis ils se feront une idée d'eux-mêmes. D'ailleurs, nous, On peut la on mettre en n'attend pas. description aussi, tu sais. Ouais, ben voilà, Hein. tu pourras la mettre, mais on n'attend jamais que les gens nous croient sur parole, hein. Il n'y a qu'à voir notre blog quand on fait des articles, etc. C'est toujours référencé. Et puis voilà, comme on dit, nous, la science, elle évolue de funérailles en funérailles. Quand on a enterré une vieille théorie qui est obsolète, mais on passe à la prochaine. Et puis on ne fait pas d'état d'âme. On passe vraiment à la chose d'après. Et donc, du coup, ben voilà, Marie-Claire l'appareil, donc j'ai fait la formation tant bien que mal, parce qu'il y a des choses qui arrivaient pas à passer quand même dans ce qu'on m'enseignait, que je trouvais assez bizarre. Et donc, du coup, ben, moi, ça m'a passionné, donc j'ai continué, mais j'ai aussi, ça m'a permis de faire des recherches, d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir un petit peu au niveau de la médecine fonctionnelle, de commencer à étudier avec Chris Kresser aux États-Unis un petit peu avec la médecine fonctionnelle, et puis au final, de garder le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Marie-Claire apparaît, à un moment donné, elle s'est sentie un petit peu fatiguée. Elle m'a envoyé une demande en me disant, écoute, j'ai besoin que tu viennes au Canada. Moi, je pensais que c'était pour sa santé ou un truc. Donc, je suis venu au Canada. Et puis, c'est en arrivant là-bas qu'elle m'a expliqué qu'il fallait que je reprenne l'école. Alors, moi, j'ai posé une condition parce que elle m'avait introduit justement à Robert Masson.
Et elle me disait qu'elle l'appréciait. Et moi, plus je creusais sur Robert Masson, et plus je me rendais compte qu'au final, il avait compris beaucoup de choses bien avant. Est-ce que tu peux juste nous dire qui est Robert Masson Alors, pour les Robert gens qui ne Masson, paix savent à pas? son âme, est décédé. Hmm. C'est un naturopathe qui est très célèbre, qui a une école qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, bref, ils tapent l'école Robert Masson, ils vont tomber dessus. Là maintenant, c'est sa femme qui a repris, c'est plus du tout le même esprit, mais c'est quand même l'école que lui avait fondée et créée. Et il a fait quand même pas mal de vidéos qui sont encore sur YouTube, dont notamment un pistolet dans l'assiette. Il expliquait aussi que la naturopathie sciait la branche sur laquelle elle était assise. Il expliquait aussi que la protéine végétale n'était en aucun cas l'équivalent de la protéine animale, chose que beaucoup d'écoles de naturopathie mettent en avant, à tort, parce qu'ils ne prennent pas compte de beaucoup de notions que je t'expliquerai un petit peu plus tard, qui est notamment la biodisponibilité et des tas de choses comme ça. Donc, du coup, quand elle me l'a présenté, moi, je lui ai dit, mais finalement, tu es réticente à la médecine fonctionnelle, mais ce que fait Robert Masson, quelque part, il était pas tout à fait dans la médecine fonctionnelle, mais il avait quand même fait le pas vers ce chemin-là. Mhm. Et chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il s'est énormément servi des écrits de Georges Mouton, notamment D'accord, son premier ok. livre, qui date de plus de 30 ans, où il parlait de péristaltisme, où il parlait de mouvements gastriques, de mouvements digestifs, enfin, au niveau des intestins, etc. Le péristaltisme, comme quoi c'était important, et qu'il fallait pas l'interrompre, etc. Donc, toutes ces données-là, en fait, si tu veux, quelque part, lui, il les avait récupérées chez Robert Masson, et j'ai appris, parce que moi, je ne connaissais pas à l'époque Georges Mouton, j'ai appris de Georges Mouton qu'au final, ils se connaissaient, qu'ils étaient amis, et que oui, Robert Masson s'était beaucoup intéressé à la pratique de Georges Mouton. Donc du D'accord. coup, à force de discours, d'échanges pendant les 2 semaines que j'ai passées au Canada, elle a fini par accepter en me disant, écoute, moi je me mets en arrière, tu te mets en avant, et c'est toi qui prends la bourrasque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Robert Masson, il a pris la foudre. Quand lui, il a commencé à critiquer toutes les notions dogmatiques de Marchesso, euh, je veux dire, lui, il fait à peu près partie de la même génération, donc il était là dans la même époque. Et Marchesso, bon, mais il est arrivé avec des savoirs qui venaient beaucoup de Palo Alto aux États-Unis, donc c'est beaucoup de choses qu'il a importées, etc. Mais il y avait quand même pas mal de New Age. C'est pour ça que souvent tu Mhm. m'entendras dire théosophie ou ésotérisme. Des fois, je Mhm. parle de naturopathie théosophique ou naturopathie ésotérique, et Ah. c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est déconnecté du réel, c'est une approche un petit peu, si on veut parler philosophie réductionniste, qui va s'attarder, si tu veux, sur le fait que les aliments contiennent certaines choses, mais qui ne vont pas tenir compte de ce que je viens de te parler, de la biodisponibilité. Et la biodisponibilité, nous, en termes de nutrition clinique et fonctionnelle, on sait qu'elle est dépendante de cofacteurs. Il faut qu'il y ait une interaction, donc une synergie entre plusieurs micronutriments pour qu'il y ait une biodisponibilité. On va parler par exemple de la vitamine A qui est le rétinol. Ça, le rétinol, tu ne le trouveras pas dans dans le Mhm. végétal. Le végétal, tu trouveras le bêta-carotène. Mais le bêta-carotène est un précurseur du rétinol. La plupart d'entre nous sont de très mauvais convertisseurs de bêta-carotène en rétinol. Donc, du coup, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes. L'autre point, c'est le fer héminique. L'autre point, c'est la vitamine B12, la vitamine D. Oui. Fait énormément de choses qui font que, en termes de nutrition, et cette critique, je l'apporterai même en termes de supplémentation, parce que là, c'est encore bien souvent dans beaucoup de supplémentation, c'est une approche qui est quand même réductionniste. On va isoler une vitamine, la donner toute seule, et puis penser que ça va faire le job. Mhm. Sachant que, comme je l'explique souvent, on peut être chimiquement identique, mais moléculairement différent. C'est-à-dire que on peut avoir la même structure chimique, mais sinon on n'est pas ordonné de la même manière, on n'est pas moléculairement identique. Donc D'accord. c'est comme si, par exemple, tu avais un gant gauche et un gant droit. Si ma cellule, elle a un récepteur qui est gant gauche, tu amènes un gant droit, forcément, il ne rentrera pas. Donc, dans le pire des cas, il va empêcher d'autres nutriments ou micronutriments sains de venir être absorbés. Et dans le meilleur des cas, ce sera inutile. Mais on se Mhm. rend compte aussi que dans certaines supplémentations, c'est aussi très dangereux. Je veux Oui, dire, c'est ça, on peut faire pire que mieux en fait.
Exactement, exactement. On s'en était rendu compte avec la vitamine E. Maintenant, il y a une nouvelle forme de vitamine E qui est sortie et apparemment, elle est beaucoup plus efficace. Mais là encore, je leur oppose toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que les antioxydants, ils fonctionnent en cascade, ils fonctionnent ensemble et c'est très dangereux de donner un antioxydant sans donner l'ensemble. Donc, c'est pour ça que, en termes de médecine fonctionnelle, pour revenir au sujet, nous, on préfère toujours réfléchir de manière intelligente, rétablir une digestion optimale. Ça, c'est un des points sur lesquels on joue. Il y en a d'autres, mais il faut rétablir une digestion optimale pour pouvoir permettre après d'adapter une alimentation avec une haute densité nutritionnelle qui soit vraiment hypotoxique et qui soit adaptée à la génétique de la personne. Nous, dans notre Mhm. métier, c'est jamais la même chose qu'on fait. On va pas tout le temps donner les mêmes régimes à tout le monde. D'ailleurs, quand on fait des prises en charge en termes de naturopathie fonctionnelle, médecine fonctionnelle intelligente, parce que c'est pas toujours le cas, je précise, il faut le faire de manière participative et ça sous-entend qu'il doit y avoir plusieurs rendez-vous et on doit être capable de mesurer, de modifier et de faire avec cette approche participative avec la personne, de créer le régime qui va être le plus adapté à cette personne. D'accord? On part Mhm. toujours sur quelque chose où il y a une éviction qui est quand même assez large. Et puis, petit à petit, on réintroduit ensemble et on voit ce qui est le plus adapté à la personne. Donc voilà, c'est une des approches qui est quand même beaucoup plus intelligente que ces recommandations générales qui sont faites, que ce soit par les ministères de la Santé, que ce soit par les écoles de naturopathie qui vont recommander des régimes de la même manière pour tout le monde et prétendre que tel régime correspond à l'homme, hein. On a tous entendu les vidéos d'Irène Grosjean, hein, ça a mentionné, mais bon, je suis toujours un petit peu obligé puisque c'est un petit peu quelqu'un de connu de la naturopathie. Je pense que tu la connais Oui, aussi. oui, 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 Ouais. tout à fait. Donc Mhm. Irène Grosjean prétend qu'on est des crudivores, qu'il faut qu'on mange que des crudités, que des herbes et tout ça. Bon, c'est ne pas connaître le système digestif. J'ai d'ailleurs fait un article où je compare le système digestif d'une vache et le système digestif d'un homme. J'explique J'ai quand vu. même qu'il y a des différences, que la vache ne mange pas de bactéries, ne mange pas d'herbes, mais elle mange des bactéries, donc elle travaille par fermentation et que nous, on n'est pas capable de digérer la cellulose. Et l'autre point qui est super important, c'est que nous, on n'est pas basé sur la fermentation comme le sont ces animaux, mais on est basé sur de l'acide chlorhydrique avec un estomac qui est tout petit. Donc, je nous vois mal manger 30 kilos de bambou comme le ferait un gorille ou Bien 500 sûr. kilos d'herbe comme le ferait une vache. Donc voilà, c'est très simple de débunker tout ça. C'est très simple à condition d'être méthodique, de réfléchir de la bonne manière. Il faut toujours partir du bon postulat. Et le bon postulat, c'est quoi? C'est de se poser quand même la question de savoir qui est l'homme, quel est le système digestif de l'homme, comment est-ce qu'il fonctionne et quel est le régime qui est le plus adapté. Donc nous, sur le terrain, réellement, parce que je pratique aussi, je ne suis pas juste le directeur de l'école, je tiens absolument à continuer à faire des suivis avec les gens pour mesurer ce que j'enseigne et pour voir un petit peu l'efficacité de ce que je donne et ne pas rester juste dans la théorie. Parce que sinon, Oui, on, c'est on se sûr. retrouve très vite Mhm. décroché. Vous savez, enfin, tu sais, en termes de recherche, là, je viens de retaper tous les cours de nutri, tous les cours d'alimentation pendant tout l'été. Je peux te jurer que j'ai ajusté pas mal de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont en évolution. Et ça, que ce soit nous, que ce soit les médecins ou quiconque s'intéresse à la santé, il suffit pas d'accrocher un diplôme. Il faut absolument continuer à se mettre à jour, Bien à sûr. voir un petit peu, voilà, les différentes choses qui ont été découvertes, les différentes évolutions, etc., etc. Et je Donc pense que voilà, c'est ça le c'est problème aussi en médecine allopathique. Les médecins, j'ai l'impression que ben, voilà, une fois qu'ils sont formés, c'est terminé, quoi. Moi, enfin, quand je vais voir mon médecin, c'est tout juste si elle a entendu parler du SIBO. Voilà, c'est donc pas leur faute. non, C'est pas c'est leur pas leur faute. faute, mais c'est vrai Ils n'ont pas je le pense temps. que déjà, ça c'est clair, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le temps de continuer à se former. Mais ouais, je pense que c'est quand même important de continuer à se former, comme tu dis, pour pouvoir aider les gens. Parce que le problème, c'est que j'imagine qu'en médecine fonctionnelle, justement, donc déjà, j'aurais bien aimé que tu redéfinisses pour les gens qui ne savent pas exactement ce que tu entends par médecine fonctionnelle. Parce que bon, moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent, parce que je conseille souvent d'aller voir un médecin fonctionnel.
Dans le cas de problèmes de peau, par exemple, j'ai énormément de messages de personnes qui sont en errance médicale totale avec leurs symptômes chroniques, avec leurs problèmes de peau, leurs problèmes digestifs, voilà, la fatigue qui est constante. Voilà, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire ça. Et donc, je conseille souvent d'aller voir un médecin fonctionnel ou un naturopathe qui a en tout cas une approche fonctionnelle ou un nutrithérapeute. Et souvent, on me demande, bah, c'est quoi en fait? C'est quoi un médecin fonctionnel? C'est quoi, ça veut dire quoi fonctionnel? J'ai l'impression que c'est pas très développé en France par rapport à la Belgique ou aux États-Unis. Là, je pense que c'est même né aux États-Unis, il me semble, la C'était médecine aux fonctionnelle, États-Unis, hein. c'est pas si vieux Ouais, que ça, hein, ça date des années 90, hein. Mais ouais. en fait, si tu veux, la médecine fonctionnelle, elle est née d'où? Elle est née de, et c'est ça qui est assez intéressant, il y a peu de naturopathes qui le savent, elle est née de la rencontre de médecins intelligents et de naturopathes intelligents. Et Mhm. c'est exactement ce qui s'est passé. C'est des naturopathes qui sont venus taper à la porte de médecins. Tu iras rechercher, j'oublie un petit peu son nom, mais c'est lui qui a fini, au final, par en parler, à mettre ça en avant. Alors qu'au début, de prime abord, il n'était pas très intéressé par ça, mais ils ont commencé à parler de terrain, puis de pathologie, etc. Et puis à réfléchir aux causes. En fait, si tu voulais expliquer la médecine fonctionnelle, je pense que la première des choses, c'est déjà d'expliquer ce qu'est la médecine allopathique conventionnelle. D'accord? Donc, la médecine allopathique conventionnelle, en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la symptomatologie. C'est ça. Si on devait représenter la maladie ou, si tu veux, le schéma de ce qu'est une maladie, on aurait à l'extérieur, si tu veux, si on faisait des sillons, on aurait à l'extérieur, si tu veux, le symptôme, ce que tu as décrit tout à Mhm. l'heure avec fatigue, problème de peau, etc. Ça, pour nous, c'est les symptômes. On va pas dire que c'est pas important, mais c'est une piste pour nous. C'est quelque chose qui va nous indiquer quelque chose. Après, dans le deuxième sillon, ce que tu aurais, c'est la maladie. D'accord? Ensuite, il y a un autre sillon qui est la pathologie. D'accord? Mhm. Et tout ça, c'est ce qui est à l'extérieur. Et au cœur, si tu veux, de ces sillons, tu as ce qu'on appelle, nous, l'exposome. D'accord? Et pas l'exposome, le génome et l'épigénome. Donc, je D'accord. vais expliquer en termes clairs ce que c'est. Le génome, si tu veux, c'est ton patrimoine génétique, celui avec lequel tu es né. D'accord? Mhm. Et l'épigénome, si tu veux, c'est le liquide chimique endogène, donc qui t'appartient, dans lequel il baigne. D'accord. Donc, ces deux éléments, en interaction avec ce qu'on appelle, nous, en médecine fonctionnelle, l'exposome. Donc, l'exposome, ça va regrouper tout ce qui est ton contexte, tout ce qui va influer justement sur ces deux éléments et créer un déséquilibre. Donc, ça peut être le stress, ça peut être la nutrition, ça peut être tes relations familiales, ça peut être tes relations amicales, ça peut être l'endroit où tu travailles, ça peut être les produits chimiques dans lesquels Mhm. tu baignes, ça peut être l'endroit où tu vis, ça peut être le fait que tu sois spirituel ou pas spirituel. C'est tout un tas de facteurs, en fait, si tu veux, qui vont influer sur ces deux éléments. Et en fait, ce sont les déclencheurs. Nous, en termes de médecine fonctionnelle, on a une phrase qui est assez connue. On dit que la génétique est un flingue et ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est le contexte, Mhm. c'est D'accord. l'exposome. Donc, en termes de médecine fonctionnelle, ce qui est à l'extérieur, on va en tenir compte, mais on va faire une recherche approfondie et essayer de comprendre, si tu veux, les causes fondamentales et les causes sous-jacentes qui peuvent intervenir là-dedans. Et donc, si tu veux, nous, quand on va faire une prise en charge, on va réfléchir sur plusieurs maillons, sur plusieurs éléments. Donc, les anomalies, elles peuvent toucher, si tu veux, plusieurs processus comme la régulation hormonale, nerveuse, protection cellulaire, le cerveau, les intestins. Enfin, qu'on va nommer, nous, des maillons faibles parce qu'ils sont souvent mentionnés dans le dysfonctionnement et la qualité des rapports nutritionnels, elle pourrait largement les prévenir, mais c'est des maillons, si tu veux, qui peuvent être faibles et qui font que, si tu veux, il n'y a pas ce que je te disais au début de notre conversation, de biodisponibilité, Mhm. c'est-à-dire d'absorption de micronutriments par nos cellules. Donc, au niveau déjà du tube digestif, pour après être distribué ailleurs. Donc, si tu veux, le premier des maillons, ce serait le maillon intestinal. Pour nous, en termes de médecine fonctionnelle, il joue un rôle capital pour l'assimilation, comme je viens de te le dire, des nutriments, mais aussi pour la défense de l'organisme grâce à tous ces systèmes enzymatiques, aussi à la flore intestinale, etc.
Le deuxième maillon, qui aurait pu être le premier, qui est celui du maillon gastrique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, l'estomac, il joue un rôle essentiel dans la digestion des nutriments et la santé globale. Donc, un estomac qui serait insuffisamment acide serait aussi un facteur de mauvaise absorption de micronutriments, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidité est une barrière. C'est quelque chose qui va empêcher les Mhm. bactéries de pénétrer. Donc, quand on a un pH qui est optimal, donc aux alentours de 2,2, 2,4. Donc c'est quand même plus acide que le vinaigre Mhm. ou que le citron, quoi. Je veux Mhm. dire, on est sur Super quelque chose de acide, très ouais. acide. Chose qu'on pourrait apposer aux naturopathes qui disent qu'il y a putréfaction dans l'estomac. Enfin, je veux dire, putréfaction, ça veut dire bactéries. Il faudrait voir quel genre de bactéries peut vivre dans un milieu où le pH est aux alentours de 2,2. Donc, c'est encore un des trucs qu'on peut débunker assez facilement. Donc, l'autre point dont je parlais tout à l'heure, c'est le maillon cérébral. Donc, le cerveau, pour fonctionner correctement, on sait qu'il utilise aussi beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments qui lui sont nécessaires à la synthèse, notamment des neuromédiateurs qui, eux, gèrent le comportement, les actions. Tu parlais tout à l'heure de l'humeur, du sommeil, d'un tas de choses. Ça peut avoir un impact, mais on sait aussi qu'il y a un impact directement entre le système digestif et aussi le cerveau et tout ce qui est le maillon cérébral. On appelle ça l'axe intestino-cérébral. Par exemple, pour faire une parenthèse, on peut parler de la dépression. Là, si tu vas chez un médecin classique, lui, il va considérer que c'est un déséquilibre hormonal, etc., des neurotransmetteurs et tout. Et c'est pour ça qu'ils vont te faire ce genre de traitement qu'ils font. Mais en fait, aujourd'hui, on le sait pertinemment, les études sont tombées, etc. Ils se sont gourés sur le postulat. En fait, la plupart des cas, par exemple, pour les schizophrènes, c'est une inflammation. C'est réellement une inflammation. Et ce qui se passe, en fait, quand tu as des intestins, on va dire, euh, perméable ou hyperperméable, comme on dit Mhm. nous, mais ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des peptides, des bactéries, tout un tas de choses qui ne devraient pas passer au niveau de l'intestin, qui vont passer directement dans le système circulatoire. Et quand ça arrive au niveau du système circulatoire, ça va circuler, comme le nom l'indique, et forcément, ça va déclencher l'immunité. Et Ça forcément, fait le ça va chaos. arriver aussi, voilà. Et puis, ce genre d'inflammation, ça va créer forcément des problèmes. Et je veux dire, j'ai énormément de clients que je suis par rapport à des problèmes de dépression, par rapport à tout un tas de pathologies comme ça, et avec qui on arrive à avoir des résultats mais juste Mhm. incroyables. D'ailleurs, dans les cours, on parle, nous, de psychologie ou même de psychiatrie fonctionnelle. Ouais, ben moi j'en ai fait l'expérience moi-même, hein. Toujours tu sais, ces ressentis de dépression, ouais, de brouillard, d'être toujours ouais, la tête dans le brouillard et pas bien, quoi, pas bien, pas en forme. Et moi, ça, c'était tout à fait lié à la dysbiose. Perte de Donc, mémoire, voilà, voilà, puis souvent, c'était vraiment, dans le oui, de coton. l'anxiété, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment très, très lié à ma dysbiose quand même, parce que, bon, après, il y a aussi le travail sur le système nerveux, mais ça, je dirais que c'est encore plus du travail de fond derrière la dysbiose. Mais C'est ouais, c'est lié, sûr. c'est lié, Ouais, c'est voilà, c'est lié, ça. c'est lié. Mhm. Ouais, ouais. Tout le SNC, le système nerveux central, il est directement affecté par tout ça. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier maillon dont j'allais te parler, c'est celui de la protection cellulaire. Donc, les cellules de l'organisme, tu le sais, elles utilisent beaucoup d'oxygène pour fournir de l'énergie, les Mhm. mitochondries fournissent de l'ATP, etc. Et pour ça, il faut avoir comment dire, des mitochondries et des cellules qui sont quand même assez oxygénées. Et une partie de cet oxygène elle est à l'origine de la libération de dérivés très agressifs qui sont aussi appelés les radicaux libres, dont je te parlais tout à l'heure, par rapport aux antioxydants, etc. Et l'organisme doit être capable de les neutraliser. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la protection cellulaire. Elle est composée d'enzymes, radicalaires, pardon, qui sont issus de la génétique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et des piégeurs de radicaux libres issus principalement de notre alimentation. Donc, ce qu'on appelle, nous, les antioxydants. Donc, en fait, si tu veux, notre corps, nous, ce qu'on dit, c'est que notre corps, en termes de médecine fonctionnelle, lui, il sait tout faire. Il sait absolument tout faire. Mais Mhm. encore faut-il Capacité qu'il de ait les outils. s'auto-guérir, ouais. Ouais. Voilà, encore faut-il qu'il ait les outils. Je donne souvent l'analogie du peintre qu'on inviterait à venir travailler chez nous. Il a beau être le meilleur peintre
du monde, si j'y donne pas un escabeau, si j'y donne pas de la peinture, si j'y donne pas les pinceaux, si j'y donne pas, enfin, etc., si je lui donne pas à manger, il aura du mal à fonctionner Mm. correctement. Donc voilà, c'est pour ça que nous, en termes de médecine, presque on dirait que c'est pas nous qui guérissons. Le corps, lui, c'est guéri tout seul. Et nous, d'ailleurs, on ne parle pas de guérison en termes de naturopathie. On parle d'accompagnement vers la santé. Tout ce Oui, qui est guérison en termes médicinal, etc., on le laisse au médecin. C'est pas un souci. Nous, on n'est pas là en guerre contre la médecine allopathique. Et je voudrais pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent qu'on est opposé à la oui, médecine bien sûr. allopathique conventionnelle classique. On est plutôt leurs alliés et plus même, on vient même sublimer des fois leur approche. On vient même nous traiter le fond et faire en sorte que les choses aillent mieux. D'ailleurs, moi, je travaille avec pas mal de médecins qui, au final, ils reprennent après derrière. Moi, quand j'ai terminé avec ces gens et ils voient l'évolution, bien souvent, c'est eux qui vont enlever certains médicaments et tout ça. Nous, on n'y touche pas à tout ça. Et c'est là que le travail ensemble, je veux dire, la médecine conventionnelle, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. On est obligé dans l'urgence, par Oui, exemple, bien sûr. quelqu'un qui a un Mm. problème cardiaque, de donner de suite de l'aspirine, etc. Donc, il ne faut pas se mettre dans l'état d'esprit que la médecine fonctionnelle, elle est en opposition avec la médecine conventionnelle. Bien au contraire, nous, on est complètement dépendants d'eux, c'est eux les maîtres du diagnostic, c'est eux les maîtres de l'anatomie, physiologie, biologie, même si nous, on y est formés, mais pas à leur niveau. Je veux dire, il y a un ordre des choses, il y a une hiérarchie, et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je connais ma place, je sais que dans le meilleur des mondes, je travaillerai avec ces gens sous leur aval et, comme on appelle nous, en adjuvant. Je ne viens pas en opposition, je ne viens pas Mm. en remplacement, mais je viens en adjuvant et je viens pour justement faire en sorte que le bien commun soit préservé. Et pour nous, le bien commun, c'est le bien-être de la personne. C'est toujours l'objectif qui devrait être dans nos têtes et dans celui des médecins. Il ne devrait pas y avoir de conflit d'intérêts, que ce soit de notre côté ou du leur. Et C'est pas toujours c'est le clair. cas, hein. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais Ça arrive beaucoup avec beaucoup ouais. même de Mm. médecins fonctionnels, hein. Mhm. J'ai encore vu une cliente qui m'a ramené les prescriptions de son médecin fonctionnel. Elle était avec 15 suppléments, quoi. Euh, Oui, j'ai entendu parler de, oui, de certains médecins qui donnent beaucoup, beaucoup de. on est sur des prises en charge qui tournent aux alentours, tout compris, de 2000 euros sur 3 4 mois. Mm. C'est quand C'est même conséquent, c'est conséquent. sûr. Mm. Voilà, c'est pour ça que voilà, nous, on se dit que il faut réfléchir intelligemment quand on fait une prise en charge, ou même quand on forme des gens, les former à travailler dans le réel. C'est pas tout le monde qui est dans un milieu où tout le monde est aisé et tout le Bah, monde va bien pouvoir sûr. se permettre. Voilà. Donc voilà. Et je pense qu'en réfléchissant intelligemment, c'est là que nous, la différence avec la médecine fonctionnelle, c'est que par exemple, là où eux vont mettre, mettons, une supplémentation en berbérine, nous, on aura un équivalent et même peut-être quelque chose de plus efficace parce que ce sera aussi, par exemple, un tonique amer. Quand tu prends une gélule, tu n'as pas le côté tonique amer quand tu consommes la chose. Par contre, Mhm. quand tu fais la décoction d'une plante qui va contenir de la berbérine, mais qui va avoir aussi ce côté amer et qui va apporter le tonique amer, on sait qu'au niveau du système digestif, ça force certains organes à exécrer, à se nettoyer, à se redynamiser. Et donc, il y a des choses qui sont quand même supérieures en plantes. Et pour te donner un ordre d'idée, moi, quand je fais une supplémentation en berbérine avec mes plantes, ça va revenir aux alentours de 5 6 euros. D'accord, Alors que quand tu prends la même supplémentation avec des gélules, tu es aux alentours de 30 euros. c'est Pour ça. quelque chose de qualité. Et après, voilà, hein, tu le C'est ce que sais, je en prends termes, alors. Mais bon, voilà, ouais. tu auras l'occasion de le découvrir avec nous. Tu verras que voilà, on garde nos bottes secrètes, on ne va pas tout donner non C'est plus. sûr. Donc, du coup, voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc, si tu veux, oui, dans la médecine fonctionnelle, il y a fonctionnalité. Et pour nous, je veux dire, le système fonctionnel le plus important qui est, c'est quand même le système digestif. Oui, Rappelons qu'il va de la bouche à l'anus et que ce système digestif, pour nous, il faut absolument qu'il soit optimal. L'autre point, c'est que un médecin fonctionnel ou un naturopathe fonctionnel sont aussi des éducateurs de santé qui doivent vraiment faire comprendre aux gens qui viennent les consulter comment fonctionne leur système digestif, par exemple de ne pas grignoter, de ne pas, voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on peut les former et on peut leur expliquer que voilà, il y a certains aliments qui peuvent leur poser problème, essayer de, 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 de surligner les usual suspects, comme on dit en anglais, et d'essayer de faire en sorte que ces gens
comprennent qu'il y a une façon optimale pour eux de manger et que l'autre point, c'est qu'il n'y a pas juste le côté énergique, comme je l'ai dit, il n'y a pas juste le côté macronutriments, il y a aussi le côté micronutriments. Et Ouais. pour que ces micronutriments soient efficaces, il faut qu'ils soient biodisponibles. Donc, dans ce sens-là, quand on va réfléchir à une nutrition optimale, on va réfléchir dans le monde réel et pas dans un monde virtuel dans lequel on va nous dire oui, il y a eu, tu sais, ça marche par phénomène de mode des fois. À un moment donné, il y avait cette algue-là, je sais plus comment, la spiruline. Spiruline, ah oui, 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 oui. Alors tout le Ah, monde, ça, on me là, l'a encore conseillé aussi l'année il dernière. y a encore des fermes par ici, là, où ils les font et tout, et puis les gens prennent ça en se disant, Mm. bon, mais ça peut être un bon palliatif à la vitamine B12, ça peut être un bon supplément en protéines, etc. Eh bien non. Eh bien non. Et par contre, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais dans ce sens-là, non. Mhm. D'accord. Ouais, c'est Est-ce intéressant que ça. c'est clair? Oui, oui, oui. Oui, donc en fait, enfin, j'ai plein de questions du coup à te poser. Donc, j'aurais compris que le régime végétal, 100% végétal, hein, de vegan, pour toi, c'est pas. On est d'accord que tu n'es pas du tout pour ce genre d'alimentation, hein. Ben, je vais t'étonner, je vais t'étonner. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai été contacté par une dame et comme elle avait un atavisme comme le mien, je ne me suis pas méfié. Donc, on a discuté parce que pour moi, quelqu'un qui a des origines maghrébines, euh, en général, enfin, c'est très rare de tomber sur des végans. Parce que D'accord. c'est dans la culture, je veux dire, c'est même dans les fêtes, etc. Le fait d'égorger son mouton, enfin, tu le sais, voilà, Mhm. c'est des choses qui, pour moi, voilà, jamais j'avais rencontré quelqu'un avec des origines X qui me dit, bon, voilà. Et puis, dans la conversation, en fait, elle me parle d'anémie, elle me parle de choses, etc. et tout. Bon, j'essaie de comprendre ses règles, etc. Bon, dans le petit échange que j'ai toujours en préambule de la prise en charge, parce que pour moi, c'est pas systématique que je prenne en charge les personnes qui me contactent. Je veux absolument déjà qu'elles soient dans le monde réel, qu'elles aient une intention de faire les changements, parce que en médecine Bah oui, fonctionnelle, c'est et ça, pas dans oui. l'allopathie. Si Mhm. j'ai pas l'adhérence et l'adhésion des gens, ben, je pourrais rien faire. Donc, il s'agit de sonder si vraiment ces gens sont motivés ou s'ils sont là en train de faire du tourisme médical. Et Mais donc, dans cette je pense que conversation, je te coupe juste une seconde pour dire juste ça, que je pense que c'est extrêmement important que les personnes qui veulent se tourner vers la médecine fonctionnelle ou qui seraient éventuellement intéressées, bah, soient prêtes à s'impliquer, à s'investir dans leur santé, à vraiment prendre en main leur santé, à en faire une priorité, parce que sinon, ça va jamais marcher. Parce que moi, j'ai eu des personnes comme ça qui me demandaient des conseils, et quand je donnais un conseil, ah oui, mais non, mais je veux pas parce que non, je veux pas arrêter le gluten parce que mais en fait, c'était évident qu'il fallait que cette personne arrête le gluten, par exemple, pour au moins un certain temps. Mais bon, après, s'il n'y a pas d'effort de la part du patient, je pense qu'il y a, enfin, on peut pas, tu peux pas faire de miracle non plus, quoi. Tu peux pas. ben, tu as dit le mot juste. Moi, souvent, je leur dis que je marche pas sur l'eau, je suis pas Ouais, Jésus. c'est Et ça. je vais pas, voilà. Donc, je vais pas, d'un coup de baguette magique, changer leur santé. Mm, Ce que j'ai mhm. besoin, c'est qu'ils comprennent qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur Internet, il y a énormément de contradictions et que c'est très facile de s'y perdre et que C'est vrai. peut-être certaines choses qui font dans leur quotidien contribuent à leur pathologie. Et donc, justement, cette dame qui me parlait d'anémie, de machin, etc., au bout d'un moment, au final, elle dit, oui, mais je ne mange pas de viande. Hop là, j'ai arrêté de suite. Je lui ai Mm, dit, écoute, je vais te le dire franchement et clairement pour que tu ne perdes pas ton temps et que tu ne perdes pas ton argent. Et puis, moi, je ne vais pas non plus perdre mon temps à faire des suivis dans lesquels je ne crois pas. Parce que ah bah, bien même en les sûr. supplémentant, les végans, c'est juste pas possible. Mhm. Donc, en général, pour répondre à tes questions, les végans, je refuse de les prendre en charge. Et ça va choquer des gens, mais c'est comme ça. Je leur dis tout le temps, soit vous choisissez votre idéologie, soit vous choisissez vos besoins. Mm. Et si pour vous, l'idéologie passe avant les besoins, je pourrais rien faire. Ouais. Même en la supplémentant. Et je sais qu'il y a toujours un végan qui va me dire oui, mais moi, ça fait tant d'années, etc., etc. Seulement dans le monde réel, avec les gens réels, ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est des cheveux qui tombent, c'est de la sarcopénie. Sarcopénie, c'est quand tu perds ta masse musculaire, Mm. c'est des dents qui se déchaussent, c'est de la constipation, c'est Les énormément problèmes de choses. digestifs, plus d'acide chlorhydrique. Moi, j'ai été pendant 7 ans hein, aussi alimentation purement végétale D'accord. et crue pendant 7 mois parce Ah que ben bah, donne-moi pareil. ton expérience. Tiens, ben voilà. Ah mais moi, Donne-nous ça a ton été un expérience. désastre absolu, quoi.
Moi, ça a été un désastre. J'ai fait un live d'ailleurs là-dessus sur Instagram que sur l'alimentation. Bah, mon expérience, c'est celle de mon invité aussi qui avait exactement eu, enfin, exactement la même expérience que moi. Et on s'est retrouvés toutes les deux avec d'énormes problèmes digestifs, bah, en fait, dysbiose totale, diarrhée tout 25 jours par mois. Enfin, là, moi, de toute façon, j'ai déclenché un intestin irritable qui en fait était un SIBO. Euh, plein de problèmes aussi endométriose que j'avais. Et J'allais te tout, le dire, au niveau hormonal, ouais, chez les femmes, c'est règles une extrêmement catastrophe. douloureuses. Les Ouais, règles, tout c'est ça, c'est ça. une catastrophe. Oui, Ouais, puis il y a ça. aussi, j'ai eu beaucoup de fatigue à ce moment-là. Bon, après, c'est revenu, ma dysbiose est revenue. Et là, maintenant, je me fais vraiment j'ai une prise en charge en médecine fonctionnelle pour, euh, pour plein d'autres choses, mais pour ça aussi. Mais non, non, moi, ça a été une catastrophe et ça a commencé à aller mieux seulement quand j'ai réintroduit la consommation de produits animaux Ouais. Et comment quotidiennement, en t'y fait. arrivais à consommer des produits animaliers? Alors, tout doucement, au début, j'avais juste ajouté enfin, du Non, mais poisson. qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu aies une remise en question? Bah, je pense que bah, déjà, je suis tombée malade. Donc, ça, alors, au début, quand je suis tombée malade, si tu veux, il y a quelques années, j'avais perdu énormément de poids. J'étais très, très, très mince. Et là, j'ai vu un naturopathe qui m'a. Donc, c'était pas du tout en Angleterre en plus. Enfin, moi, j'habitais en Angleterre à l'époque, hein. Et où j'habitais, c'était une ville très, très hippie. Donc, tout le monde C'est où? était. C'était à Totnes, dans le Devon. Vraiment, tout le monde était thérapeute, prof de yoga. Enfin, il y en avait partout, partout, partout. Chaman. Non, mais c'était sympa, mais en même temps, le truc, c'est que tout était vegan, donc, ou végan, comme tu dis. New Euh, Age. oui, très New Age, très, voilà. Donc, tout le monde consommait un régime végétal. La plupart, il y en avait quelques-uns qui consommaient de la viande. Et quand je voyais, j'avais d'ailleurs un ami qui consommait des produits, des abats. Donc, oui, quelquefois, il arrivait avec ses snacks, et ses snacks, c'était un cœur dans un pot en verre. Enfin, et moi, je trouvais ça, mais je trouvais que c'était horrible. Comment pouvait-il faire ça? Enfin, voilà, donc moi, je me suis même portée volontaire dans l'association PETA internationale pour les droits des animaux. Enfin, donc, j'étais Waouh. très impliquée dans tout ça, si tu veux. Donc, moi, Alors, est-ce que hors de tu... question que je mangeais des animaux, c'était pas possible. C'était Ouais. juste impossible. C'est dingue, hein, c'est dingue comme ces idées circulent Ouais, et c'est ça. comme les gens Mais savent pas d'où ça vient, en fait. c'est Et ça. Et en fait, c'est ça qui est le plus dangereux. Est-ce que tu connais le professeur Frédéric Leroy? non. J'ai pas eu faire un entretien avec lui. Le problème qu'il y a, bon, moi je suis anglophone et j'ai vécu en Angleterre pendant ouais, Mhm. 8 ans et j'ai bossé pour une compagnie anglaise pendant 13 ans. Donc ouais, D'accord. j'y suis resté quand même assez longtemps. Mais je le parle, donc c'était pas un problème de faire l'entretien. Mais j'ai pas le temps de traduire la vidéo en plus de faire le truc, le machin. Donc du coup, j'ai laissé un petit peu tomber. Mais si tu veux, Frédéric Leroy, le professeur Frédéric Leroy est intéressant parce que il remonte, il fait l'étude justement pour comprendre d'où viennent ces choses-là. Et il faut comprendre qu'il y a, comment te dire, derrière ce genre d'idées qui circulent, qui sont dans l'air du temps, les gens ne se méfient pas. Ils se les approprient, mais ils ne savent pas que ça appartient à un agenda et qu'on essaie de nous amener quelque part, qu'on est en train de modifier, si tu veux, l'homme, lui modifier même sa façon de manger. Et Mhm. derrière, hein, je veux dire, on va pas se le cacher. Natixis, tu peux les retrouver dans ce genre de mouvement. Tu vas trouver des Bill Gates, tu vas trouver des banques centrales qui financent tout ça et tout ça. Enfin, je veux dire, l'agenda 2030, il est connu de tout le Oui, monde. oui. Tu as le Forum économique international qui veut nous faire manger des insectes. On a des viandes industrielles qui vont sortir de l'usine, etc. Donc voilà, on essaie de nous faire comprendre que la vache pollue autant qu'une voiture, comme l'a fait Bill Gates. Une fois, j'avais même répondu en faisant une image assez drôle où j'expliquais à Bill Gates quelque part que s'il pensait avoir raison, qu'il s'enferme dans un garage avec une voiture en marche, et moi je m'enferme avec une vache dans un garage, et puis on en discute le lendemain matin pour voir si c'est exactement la même chose. Mais quand on te parle de pollution carbone et qu'on te parle du carbone, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on te parle de la vie. Et quand on va venir à taxer le carbone, voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans la description de tout ça, c'est pas le sujet du jour, mais les gens devraient faire attention Mhm. aux idées qui s'approprient et à ces espèces
de délire quelque part, quoi. C'est comme une délusion, une désillusion, c'est comme une espèce de délire dans lequel sont les gens, quoi, hein, Mm. de vouloir prétendre que maintenant, enfin, maintenant, ils sont sur le point même de donner des cartes d'identité aux animaux. Donc, du coup, Ouais, quelqu'un je qui pense. Ouais, va être ça, comme je moi je savais le pas, mais fais, je vais à l'enthole, moi, pour avoir tué quelqu'un. bah, je pense que en fait, ça part d'une bonne intention quelque part. Quand tu, voilà, Et ça partait d'une bonne justement intention. non, Oui, mais justement non. ça part d'une intention Ça part de. d'un projet dont tu n'as pas idée en fait. Oui, Et mais il faut toi, quand connaître le tu es dans le rapport, mouvement, si tu connaître veux, le rapport Midos, il faut connaître ce qu'est le club de Rome, il faut connaître qui sont ces gens, il je faut suis tout à connaître fait leur d'accord. Ouais. agenda. Et je te jure que quand tu vas Ouais. Ça gratter part pas là-dessus, de et je leur t'invite à aller voir intention. Ouais, de leur le intention, elle professeur est. Frédéric Leroy, je te Ouais, garantis ouais, que, comme on dit chez nous, c'est pas parce que l'histoire elle est bien racontée qu'elle est forcément belle. bien sûr. Ouais. Non, mais je Ouais, parle donc, les gens qui sont les gens lavés oui, du voilà. cerveau, si tu veux, à l'intérieur de ces mouvements-là, parce que moi, je l'étais. C'était un lavage de cerveau quelque part, et tu penses bien faire. Tu penses que ton intention, elle est pure, elle est bonne. Mais le problème, c'est que voilà, tu es complètement à côté de la plaque, tu te bousilles la santé. Et puis en plus, alors moi, à l'époque, en plus, j'avais un copain qui était professeur de biologie. Et donc, il y avait toute une ribambelle de bouquins sur l'environnement et sur l'impact aussi du véganisme sur l'environnement. En fait, il y a plein de recherches qui montraient que ben, c'est pas si innocent que ça du tout. Et que C'est même voilà, en pire. fait, on se fait des idées, mais c'est pas. Il n'y a pas, je pense que dans tous les cas, voilà, enfin, il y a des animaux qui meurent dans tous les cas, d'un côté comme de l'autre. Et puis voilà, c'est la vie, quoi, aussi. Et donc, Ouais. moi c'est ça que c'était vraiment un changement psychologique qui a dû s'opérer ouais, un retour à la réalité, un retour vraiment. Déjà, j'ai changé de ville, je me suis retrouvée, je suis revenue en France. Non, mais ça a été énorme pour moi ce changement parce que en fait, j'étais plus du tout entourée des mêmes gens, hein, clairement. Et puis, moi, je suis tombée malade. Donc, j'ai commencé à perdre tous mes cheveux. J'ai commencé à avoir de la rosacée, d'être extrêmement fatiguée. Enfin, il y a eu voilà, plein de choses qui se sont passées. Et donc, je me suis tournée vers la naturopathie. La première naturopathe m'a dit, ah non, non, il faut absolument que tu sois végane à 100%, parce que j'avais réintroduit du poisson. Bon, la deuxième, et aussi que je devais voilà, alcaliniser mon système. Donc, j'avais des poudres d'herbes, de blé, spiruline, etc. Et puis, la deuxième personne qui m'a suivie, elle m'a invitée à rajouter beaucoup de protéines dans mon alimentation. Et c'est comme ça, petit à petit, que voilà, j'ai réintroduit le poulet régulièrement, la viande blanche, les poissons, les œufs, tout ça. Pas la Euh, viande rouge. Bah, au début, non. Non, ça m'a pris quand même plus d'un an après. Et puis d'un seul coup, j'ai suivi des comptes d'alimentation ancestrale. Je me suis intéressée à l'alimentation ancestrale. J'ai trouvé d'excellents comptes. Et puis, je voyais ces gens qui mangeaient, qui étaient en pleine santé et qui avaient guéri de leurs troubles digestifs, maladies auto-immunes, etc., etc., avec justement ben, l'alimentation hypotoxique ancestrale. Donc, je me suis intéressée au régime, à l'alimentation de Seignalais, à l'alimentation anti-inflammatoire, etc. Et puis, j'ai fait moi-même mon alimentation qui me convient bien maintenant, si tu veux. Mais j'ai rajouté la viande rouge parce que j'ai vu que voilà, il fallait, je pense qu'il fallait que je rajoute. Et puis au bout d'un moment, c'était une évidence, c'est devenu une évidence, il fallait en consommer. Donc le premier steak, il a été compliqué parce que j'ai 45 ans maintenant et mon dernier steak remontait à l'âge de 13 ans. Waouh. T'imagines, ça faisait très longtemps. Donc c'était un peu bizarre. Et en fait, maintenant, je me régale avec ma viande rouge, quoi. Enfin, j'ai même réintroduit il n'y a pas très longtemps le foie. Enfin, introduit parce que j'en ai Excellent. jamais mangé Ouais. avant. C'était la première fois de ma vie que je mangeais du foie. Sauf quand j'étais bébé, je crois, mais voilà. Donc ouais, Indispensable, indispensable pour les femmes. oui. Puis, Oui, tu es à et ton âge, tu vas te diriger là progressivement vers c'est la ça. Bah ménopause. oui. Malheureux, c'est comme ça. C'est la vie qui fait qu'on évolue comme ça. Mais c'est vrai que plus on va se rapprocher vers la ménopause, c'est clair que les abats et la viande rouge, c'est quelque chose qu'il faut Mm. absolument, 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 absolument remettre dans la nutrition. Mais ça, je veux dire, c'est le monde Ça, réel, c'est tel qu'il est. Et puis, voilà. On mange pas tous les animaux. Enfin, voilà, il y a ouais, des animaux qui sont là pour ça. Enfin, c'est là. là, on peut rentrer même, moi, ça m'arrive souvent de rentrer dans la métaphysique, expliquer aux gens la place centrale qu'a l'homme dans la création et comment les choses lui sont assujetties. Puis,
quand on prend un fermier qui travaille de manière ancestrale, comme tu l'as dit, qui travaille dans le respect de l'art, dans les règles de l'art, qui nourrit bien sa bête, etc., je veux dire, moi, je vois rien de choquant là-dedans. Après, moi, c'est une façon dont j'ai grandi. Je veux dire, on aurait pu me raconter n'importe quoi que ça aurait pas marché parce que j'ai un peu plus d'ancrage dans le fait que j'ai une spiritualité qui me tient vraiment terre à terre et dans lesquelles il y a des notions. Je veux dire, en termes de nutrition, même en termes de médecine, il y avait ce qu'on appelait, nous, la médecine prophétique, qui était la médecine Unani. Et ce que nous, on raconte en termes de médecine fonctionnelle, c'était déjà ce que racontaient les prophètes. J'ai jamais trouvé une seule contradiction dans ce qu'ont dit les prophètes, les derniers prophètes, en termes de nutrition et ce qui est dit par la science. D'ailleurs, le jeûne, on y revient, Ouais. c'est, Je... voilà, Oui, c'est des je vais te dire, choses moi, qui sont, quand tu me poses la question de qu'est-ce qui s'est passé aussi comme déclic, ben moi, il y a eu un changement effectivement radical au niveau spirituel qui s'est passé chez moi. Et du coup, un retour complètement ben, plus terre à terre dans la réalité. Et, euh, et voilà, et donc je résonne avec ce que tu dis au niveau de ce que disaient les prophètes, etc. Ben voilà, moi j'ai aussi trouvé aucune contradiction avec le fait de manger des animaux, malheureusement. Moi, j'adore aussi les animaux, hein, c'est voilà, mais je sais voilà, moi, je sais qu'on en a besoin et ouais, c'est comme puis ça. il n'y a pas de cruauté, c'est interdit d'être cruel. Je veux dire, les prophètes le diront. Hein, je veux dire qu'il y a plein de récits, etc., où tu as quelqu'un qui bat son âne ou qui maltraite son animal, qui est repris par ces gens-là et qui lui explique que non, un animal, ça doit bien se traiter, etc. Mais Tout à après, fait. dans l'ordre des choses, même je le dis, il y a qu'à regarder les dernières grottes qu'ils ont découvertes. Hein. On n'a jamais Oui, vu un chou-fleur dessiné sur le mur, hein, non, c'est vrai. ni une carotte. Hein. C'est toujours des scènes de chasse, etc. Mais enfin voilà, on va pas demander à un lion de manger des carottes, il le fait instinctivement. Nous, c'est pareil, mais seulement on a nous ce qui nous permet de réfléchir. On a un libre arbitre qui nous permet, par exemple, de consommer des choses qu'on ne pourrait pas consommer. J'expliquais quand j'étais dans le désert à un papy, je lui disais, mais tu prends un seau de whisky, tu le mets devant un âne, il ne le boira pas. Ah oui, c'est Parce sûr. que ça va à l'encontre de son état primordial, de ce qu'il est. Seulement nous, l'homme, en tant qu'être humain, on est une création quand même spéciale dans la création, sans me répéter, mais on a quand même une fonction et une capacité qui nous permet d'avoir justement ce libre arbitre et de décider. Mais pour décider, il faut le faire en connaissance de cause. Et c'est pour ça que je parle d'ancrage. Quand tu as une vraie spiritualité, parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire passer les spirituels pour des attardés, alors que réellement, quand on vient à discuter, et moi ça m'est arrivé l'an dernier, je m'occupais d'une équipe de rugby et j'avais des collègues qui, eux, étaient même plus que athées, ils étaient païens, quoi. Et donc, du coup, dans les conversations qu'on avait, même s'ils étaient cinq, ils n'arrivaient pas à avoir le dessus dans l'échange parce que je les ramenais toujours à quelque chose du bon sens, de quelque chose de logique dans lequel ils pouvaient se reposer des questions et se repositionner par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, on voudrait affirmer que voilà, les choses sont créées d'elles-mêmes, etc. Enfin, on va pas rentrer dans le monisme, dans ces courants, etc. Mais enfin, bref, comme le disait René Guénon dans un de ses livres, et je pense qu'on arrêtera là sur la spiritualité, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais René Guénon expliquait dans un de ses livres, et il a absolument raison, il disait que se dire aujourd'hui athée, en fait, à l'époque, on opposait les clercs et les athées. Le clerc, c'était celui qui était instruit, qui était initié, qui savait. Mhm. Et l'athée, c'était celui qui était à l'extérieur, qui était non instruit. En fait, quand quelqu'un te dit je suis athée, c'est comme s'il clamait haut et fort qu'il était un ignorant. C'est pas, je dirais pas un imbécile, c'est pas une Non, insulte bien être sûr. ignorant. Être ignorant, c'est d'être dans un état avant la connaissance. C'est être dans un état où on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on est dans cet état d'ignorance. Mais quand on fait l'effort de savoir, et ça, c'est un effort, c'est pour ça qu'en termes de spiritualité, tu as toujours une hiérarchie. Les gens qui ont fait des études, qui sont allés au bout des choses, qui ont compris un petit peu tous les textes et à qui on a tout enseigné en termes comment dire, de tout ce qui est texte religieux, tout ce qui est texte spirituel, tout ce qui est fiqh chez nous, tout ce qui est vraiment voilà l'enseignement spirituel. Il y a des échelons à passer. On ne peut pas faire comme le font les protestants et venir faire son libre examen, c'est-à-dire prendre un livre et puis décréter des lois juste de son bon vouloir. Il y a des choses à savoir, il y a un ancrage à avoir
Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, hein, depuis 3 ans, tu vois un petit peu les genres de pression médiatique qu'on subit et dans lesquelles on essaie de nous emmener vers quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, il est primordial que les gens commencent à s'instruire et commencent à comprendre et commencent à vraiment faire ce cheminement que tu as fait toi. Et franchement, je te félicite, hein, c'est bien. Moi, je ne le savais pas. Je suis toujours ravi de tomber sur des gens qui Ah, ont moi, fait ça ce m'est tombé dessus, cheminement. c'était même pas moi qui ai décidé, hein. Ça m'est Mais on tombé ne décide dessus. pas, c'est pas nous, hein. Non, C'est pas voilà, nous, hein. c'était Moi, vraiment. je fais partie des Oh, vénards ok, aussi. d'accord. Ouais, Ouais. voilà. Mm. Enfin, voilà, c'est le côté. Mais Mais ça ça fait change partie de beaucoup la de choses. santé, hein, quand on Ouais, parle tout à de. fait, mais tout Quand à fait. Ouais, on a ouais. parlé dans une des dernières vidéos que j'ai fait avec un de mes élèves du système limbique, et c'est pas moi, c'est le docteur Gernez qui parlait de la fonction religieuse du système limbique. Et il y a qu'à aller voir, hein, et à aller comprendre le système limbique, et vous verrez qu'il y a une connexion quand même avec quelque chose de spirituel et qu'il y a quand même quelque chose qui fait que l'homme, il est fait d'une certaine manière et que quand on l'ampute de sa spiritualité, chose qui a été faite avec des encyclopédistes, avec Descartes, enfin, on va pas faire tout le cheminement, mais réellement, c'est ce qui a amené à la Révolution française, et puis etc., etc. Et aujourd'hui, au monde matérialiste dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut croire absolument juste à la vie normale. Et nous, c'est très difficile, si tu veux, quand on fait des prises en charge de gens qui sont dans un stress chronique, par exemple. Comment Comment, enfin, je veux dire, tu peux leur dire, ouais, ok, c'est le stress chronique qui est le problème, mais comment est-ce que tu peux les sortir de là? Quelqu'un qui a un crédit, enfin, tu vois, qui a un boulot incroyable, juste mécanique, où il est là à faire des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui ne font aucun sens. Ils sont dans des relations toxiques, ils sont avec des amis qu'ils pensent être leurs amis, mais parce qu'ils sont dans cet état, comme je t'ai dit, d'ignorance, eh ben, ils n'arrivent pas à faire le tri, puis ils n'osent pas, et puis surtout, ils veulent pas être mis sur le banc parce que dès qu'on commence à avoir des idées un peu différentes du groupe, forcément, ben voilà, Ouais, les gens grave. commencent à te regarder bizarrement, commencent à parler de toi, ben, je pense que tu l'as vécu. Je veux dire, quiconque fait le Mhm. cheminement qu'on a fait tous les deux va passer par ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut être costaud, mais ça, par la grâce de Dieu, hein, il nous la donne, cette force. Je veux dire, quand on a ce qu'on appelle, nous, le yaqin, la certitude, quand tu as la certitude des choses, c'est très, très difficile de te faire vaciller. Ouais, et puis Donc, ça te voilà. donne, non, mais ça te donne vraiment une force intérieure qui est quand même assez surprenante. Et, enfin, moi, comment expliquer ça? J'ai même pas de mots, en fait, j'arrive pas encore à l'expliquer, mais c'est quelque chose qui a changé énormément de choses dans ma vie. Et en bien, en très très bien, parce que je me sens beaucoup plus ancrée, ouais, beaucoup plus solide Ça fait du et sens. sans tout mon stress, mon anxiété, ma tristesse, parce que j'avais toujours une espèce de tristesse que je ne m'expliquais pas, tout ce vide intérieur parce qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, des jugements personnels, j'étais très dure envers moi-même, des choses comme ça, mais tout ça, pouf, a disparu, mais en quelques secondes. C'est vraiment une histoire de secondes. Donc, Ah, c'est et dingue. là, ça fait un an, pardon, oups, ça fait 1 an et demi maintenant à peu près. Et ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est une libération quand même incroyable. Ouais. Tu finis par avoir de Et- la compassion pour toi-même, compassion Oui, pour les autres, à avoir voilà, plus de compréhension par rapport aux erreurs que tu as faites, voilà. Et comment te dire, ça, nous, maintenant, ça nous paraît tellement évident, mais c'est très difficile à exprimer, comme tu l'as dit. C'est de l'ordre, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est de l'ordre de l'inexprimable. Les choses qui vont te toucher à l'intérieur, qui vont faire que ça va te tirer vers quelque chose. Enfin, voilà. Et puis, ces petites dépressions, ces petites voix que tu as derrière, tu sais, ça, c'est comme une espèce de tambour qui est là au fond. On essaie de l'étouffer, on va sortir, on va boire, on va faire un tas de choses, on va toujours s'occuper l'esprit et tout ouais, c'est ça. ça. Et Mm. pour essayer d'oublier, en fait, cette Mm. chose-là. Mais après, une fois qu'on le découvre, ben, ça fait tellement de sens. On se dit, mais c'est tellement bête. Ouais. Ouais, Mais c'est ouais. pas fini, hein. On est en plein cheminement. Espérons. Je Oui, te ah souhaite bah, en je tout cas pense de que rester ça, là-dessus. pour la Voilà, vie maintenant. Mais il y c'est a ce qu'on vraiment souhaite aux une gens, c'est de rester sur sérénité. leur spiritualité et de ne pas revenir en Ouais, arrière. absolument. Ouais. Oui, C'est la meilleure absolument. chose qui puisse nous arriver. Mm. Je vais rebondir je vais sortir de la spiritualité du coup, je vais rebondir sur le jeûne ou peut-être rester dedans parce c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeûne aussi
dans les Écritures. Le jeûne, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est aussi enfin, une polémique parce que je vois les partisans du jeûne intermittent. Donc, je reviens à Docteur Mouton parce qu'il en parle beaucoup du jeûne intermittent. Euh, et à côté de ça, bah, moi, j'ai pas mal d'amis naturopathes qui travaillent notamment avec la santé féminine et qui vraiment ne recommandent pas du tout le jeûne intermittent pour des femmes qui ont peut-être des problèmes d'hormones ou qui sont justement en préménopause, ce genre de choses. Toi, tu en dis quoi de ça? Mais moi, je trouve que les deux, ils ont raison. Et que c'est D'accord. toujours pareil. Nous, on ne fait pas partie d'un clan. Et d'ailleurs, même les prophètes te le diront. euh, Quand tu as certaines conditions médicales, c'est pas recommandé des jeûnes. Et donc, on va C'est reprendre sûr. mon exemple de la dysrégulation de l'axe HPA. Quelqu'un qui a une dysrégulation de l'axe HPA, qu'est-ce que ça entraîne? L'axe HPA, c'est quoi? C'est l'hypophyso-pituito-surrénal. D'accord? Quand tu es dans un stress chronique, forcément, ça va tirer sur les surrénales. Mhm. Et donc, ça va surutiliser justement ce système. C'est pour ça qu'on ne parle pas de fatigue adrénale, qui est vraiment une incompréhension. Ça n'a aucun sens de parler de fatigue adrénale. C'est pas de fatigue adrénale, c'est de dysrégulation axe HPA qu'il faut parler. Et quand on rentre dans ce genre de choses-là, en fait, si tu veux, je pense que quelqu'un qui est dans cet état-là, je ne lui recommanderais pas, moi, de jeûner. Je ferai attention D'accord. même à ce que, voilà, on n'ait pas justement ces chutes de glycémie, etc., qui vont justement, tu sais que les surrénales, c'est ce qui va donner, je veux dire, le cerveau, il a besoin de sucre pour vivre. Mhm. Donc, quand tu as des chutes et tout ça, c'est lui qui va mettre un coup. Mais là, ça va faire intervenir la cortisol, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, magnésium et tout, qui vont intervenir là-dedans. Donc, il est absolument hors de question de tirer sur la corde. Comme disait Marie-Claire Laparé, c'est une phrase que j'ai toujours gardée d'elle, on ne fouette pas une mule qui est au sol. Donc, Oui. quelqu'un qui est épuisé, je vais Mm. pas, moi, la mettre, voilà. Après, il y a des gens chez qui je veux dire, moi, je jeûne pratiquement tous les jours, hein. Je déjeune le matin et je remange que le soir, moi, en général. D'accord. Et Mhm. parce que ça me convient, c'est quelque chose qui est, voilà, j'ai pas de troubles particuliers, etc. Mais c'est clair que des gens comme ça, non. Un épileptique, pareil, je le mettrai pas sur un jeûne. Parce qu'on sait très bien que la chute de glycémie, etc., à moins de le mettre sur un cétogène, mais vraiment, voilà, bien calculé, tout ça. Mais voilà, une femme enceinte, par exemple, je la mettrai pas sur le jeûne. Mhm. Parce Ouais, qu'il y c'est a du cas certains par cas, moments, encore voilà. une fois. Ouais, surtout au bout d'un certain nombre de semaines, on sait qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a besoin de certains micronutriments. Donc, je le ferai pas, je la mettrai pas non plus en cétogène. Donc, c'est encore un de ces trucs, tu vois. On peut parler de jeûne, on peut parler de cétogène, on peut parler d'un tas de choses comme ça. Il y a absolument rien de systématique. Et c'est pour ça que c'est toujours important de se faire accompagner et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il va parler de jeûne. D'accord? Donc, c'est encore une de ces choses, quand on fait des recommandations, c'est pas des recommandations d'ordre général. L'homme moyen sur lequel on veut baser nos recommandations générales, c'est un mythe. Il n'existe pas. Donc, en tant que tel, l'alimentation, le jeûne, etc., ça doit toujours être sur mesure, ça doit toujours être individualisé et c'est toujours accompagné et participatif, à moins que vous n'ayez pas de problème de santé. Et dans tel cas, ben, c'est ce que font par exemple les musulmans quand ils vont jeûner pendant un mois. Ils meurent pas, hein. Mais bon, les gens qui sont malades, par exemple, qui ont du diabète ou des choses comme ça et qui jeûnent, mais en fait, ils prennent pas des bons points, en fait, vis-à-vis de leur spiritualité. Parce que la première des choses, c'est de rester en vie. Ah oui, bien sûr. C'est primum non nocere. C'est ce qu'on dit, nous, en termes de médecine. Premièrement, ne pas nuire. Donc, il faut absolument garder ça en tête et se garder de faire des recommandations à des gens qui sont dans un certain état de fragilité et leur dire, bon, mais non, on fait-le comme tout le monde. Et c'est arrivé d'ailleurs à pas mal de naturopathes qui se sont fait attraper et il y a eu des accidents. Et c'est clair que c'est vrai. Je veux dire, il faut faire notre mea culpa. Il faut regarder un petit peu la façon dont on forme les naturopathes. Et c'est clair que c'est un des sujets sur lesquels on doit faire attention. Et puis, il ne s'agit pas de jeûner. Il s'agit aussi de bien déjeuner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va consommer après? Qu'est-ce qu'on va manger à la suite de ça? Et ça aussi, ça fait partie du jeûne. Et il faut Mhm. le comprendre. Là, par exemple, dans le cas spécifique des rugbyman que j'accompagnais, les jours où ils étaient de repos, où il n'y avait pas de sport, je leur faisais manger rien du tout, ils jeûnaient. Et quand ils devaient déjeuner, je les faisais déjeuner, mais sans protéines animales. Le jour
où ils étaient en jeûne, je mettais pas de protéines animales. C'est pour quelque chose d'assez complexe, mais en termes de force et tout ça, c'était pour les décupler le lendemain. Donc, D'accord. c'est, voilà, moi, c'est toujours adapté. Enfin, tu vois bien là, par exemple, avec des sportifs, j'ai adapté autre chose. Mais quelqu'un qui va jeûner, par exemple, pour des raisons spirituelles ou pour des raisons de santé, juste comme ça, ben, le soir, il peut manger de la viande, il n'y a pas de souci, hein. Mhm. Du gras, de la viande, un petit peu de dattes, un petit peu de lait caillé ou de lait fermenté ou de kéfir, un petit peu, voilà, faire un truc bien complet et bien déjeuner avec ça. Mais si on va déjeuner comme l'a fait sans vouloir dire de nom, le bras droit d'Irène Grosjean, qui s'est fait attraper parce qu'il a fait certaines recommandations à des gens qui avaient le cancer, etc., etc. Il les a fait jeûner pendant je ne sais pas combien de temps. Il les fait déjeuner avec des jus verts. Mhm. Voilà, il y a des antioxydants, il y a des antinutriments dedans, il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas assez de nutriments, donc on va pas déjeuner de la bonne manière, etc. Et ça va avoir des conséquences fâcheuses vraiment sur la santé des gens. Et ça, on peut le mesurer. Donc, du coup, quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. Donc, que ce soit Georges qui dit qu'il faut jeûner, ou que ce soit ces naturopathes qui disent que dans certains cas, il ne faut pas jeûner, je suis d'accord avec les deux. Oui, d'accord. Non, j'ai bien compris. Mhm. Voilà, c'est toujours, moi, c'est toujours profilé et adapté à la personne que j'ai en face d'eux. C'est du sur-mesure. Enfin, je suis un tailleur, moi. Et, C'est exactement ça. et l'idée de, quand tu dis on peut remanger de la viande, par exemple, je ne sais plus si tu as mentionné le soir, il me semble, parce que, alors il y a ce truc de chrononutrition, comme quoi le soir il ne faut pas manger les protéines animales, par exemple, ou qu'on peut juste manger genre des sardines, tu vois, des protéines plus légères. Ouais, Euh, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire en fait. Tu sais, les protéines, c'est ce qu'il y a de plus digeste. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu retrouveras jamais un bout de steak dans les chiottes. c'est Par sûr. contre, si tu vas manger des légumineuses, du riz, pardon, des Le légumineuses, maïs là, ouais. maïs et tout, tu vas Ouais. avoir du maïs flotté. Ça, c'est clair et net, c'est arrivé à tout le monde. Mais Mhm. je veux dire, la protéine animale, c'est ce qu'il y a de plus digeste. Je veux dire, dans un milieu acide, c'est ce qu'ils font le plus rapidement. Donc, ces gens-là ne comprennent pas. Après, il vaut mieux manger de la protéine le soir, c'est clair, parce que pendant la nuit, tu sais qu'il y a tout un tas de reconstructions, tout un tas de choses qui se font. Et tant qu'à faire, autant donner des briques. Hein, si ça va se réparer à l'intérieur, enfin, je veux dire, je vois pas en quoi ça va nuire. Et puis, la chrononutrition du docteur Labosse, de Labosse, il me semble, ouais. On a démonté ça aussi avec Georges Mouton. Mhm. On a fait Oui, un j'ai webinaire vu, je là-dessus. l'ai vu, c'est pour ça que je rigolais en te posant la En question fait, parce que je connais la réponse. de chrononutrition, ça n'en a que le nom. Parce que réellement, en fait, c'est du morphotype. Mhm. Voilà. Alors, c'est basé sur les morphotypes des gens, c'est basé sur la façon dont ils sont, s'ils sont maigres, s'ils sont gros, s'ils sont, etc. Enfin, il a des noms qu'il a inventés lui-même. Il a D'accord. le morphotype Schwarzy, le machin, du gros, n'importe quoi. Il faut écouter les vidéos du docteur Delabosse. Moi, je me fais traquer par des gens qui sont fans de lui. À chaque fois que je sors quelque chose sur lui, ils viennent, ils sont là en dessous, ils commentent, ils mettent 20 commentaires. Et j'ai arrêté de répondre parce que voilà. Je suis fatigué en fait par les gens qui avancent des choses. Je veux dire, même si on l'écoute lui et de son propre aveu, docteur Delabosse, il n'y a que lui et son fils qui sont capables de comprendre les morphotypes parce que c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Je suis désolé, mais en termes de science, si je ne peux pas le mesurer et arriver au même résultat que toi de l'endroit où tu es parti avec les mêmes éléments, c'est que forcément on est dans autre chose que de la science, c'est bien d'accord. Donc, et voilà, il y a ce problème-là, ce problème de dire qu'il faut manger tel truc à telle heure, tel machin. Enfin, j'entends tellement de bêtises dans ce qu'il dit que j'ai arrêté parce qu'il a fallu que j'écoute un petit peu ses vidéos, vu qu'on a fait le sujet dessus. Mais ça m'est devenu insupportable même de voir sa tête. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, quoi. De raconter autant de bêtises. Et puis quand on va sur son site, je suis désolé, mais c'est quand même des barres chocolatées, machin, enfin, plein de merchandising. J'ai rien contre, quoi. Mais que les gens le disent, qu'ils le disent clairement. Bon, ben voilà, j'ai un concept, je suis dans cette grille de lecture, je le fais parce que c'est mon fonds de commerce. Et voilà, après, me parler, moi, de machin, enfin, il mesure les tailles, les trucs. Mhm. Ouais, donc Bon, c'est donc, du pas. coup, en fait, non, je veux dire, manger de la protéine le soir, au contraire, hein, c'est quelque chose de très digeste. Hein. Par contre, manger des lasagnes le soir, C'est un tu vas petit avoir du peu. mal. Ouais. Non, mais Ouais, parce tu vas avoir on du mal. dit souvent, on entend souvent que la viande rouge, c'est très inflammatoire, qu'il faut l'enlever. Voilà, il faut l'enlever. Alors, c'est une approche réductionniste.
c'est une approche Ça réductionniste. fait de la Pourquoi je dis ça? putréfaction, je crois, c'est ça Parce que aussi. en fait, on peut pas juste parler de viande rouge, parce qu'il y a viande rouge et viande rouge. Est-ce qu'une viande rouge élevée de manière traditionnelle, qui a mangé de l'herbe et qui crée une viande oméga 3, c'est la même chose qu'une vache ou qu'un mouton qui aura mangé des farines Ouais, bien sûr. industrielles, Ouais. etc., etc., et que derrière, sa viande va nous donner une oméga 6, ce ne sera pas la même chose. Une viande bien traitée, saine, etc., on n'aura absolument aucun problème. L'autre point, c'est que la plupart des études et des recherches qui avaient été faites sur justement le côté inflammatoire, le cancer et tout de la viande, c'était surtout sur les viandes transformées. Donc, Mhm. tout ce qui est jambon, machin, saucisson et tout ça, forcément, puisqu'il y a plein de choses qui sont Ouais. rajoutées et tout. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Quand on a un goût de viande saine d'un animal qui a mangé sain, de la même manière pour le lait, hein, c'est pareil. Hein. Le lait, c'est exactement la même Les chose. crus. Il y a le lait de type A1 et le lait de type A2. Le lait de type A2, il n'est pas inflammatoire du tout parce que justement, il sort de vaches qui ont été nourries à l'herbe, etc. Et puis, l'autre fait, c'est que il n'a pas été pasteurisé, il n'a pas été, voilà, il n'a pas Mhm. subi tout un tas de choses qui vont faire que c'est un produit ultra transformé. D'ailleurs, c'est le cas des laits UHT qu'on achète en supermarché. C'est des Ouais, produits catastrophe. ultra transformés. Et dans la plupart des cas, on va même y rajouter de la vitamine D sous une forme qui laisse à discuter, quoi. Donc, du coup, il faut toujours avoir une approche pas juste quantitative, mais aussi qualitative. Sortir de cette approche justement réductionniste pour arriver à l'holisme. Et quand on prend l'holisme, on prend la chose dans sa globalité et on essaie de la comprendre dans sa globalité. Donc, les choses réductrices dans lesquelles on voudrait englober toute la viande dans le même casier, je suis désolé, mais c'est pas vrai, c'est pas pertinent. Et d'ailleurs, sur le terrain, c'est ce qu'on mesure. Une viande saine, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Ce soir, d'ailleurs, j'ai mangé avec quoi? J'ai mangé de la carne, j'ai mangé du chou-fleur et j'ai mangé un gros bout de viande énorme. Et puis, un petit peu de salade à côté, du fromage et beaucoup d'huile d'olive. Voilà ce que j'ai mangé ce soir. Ça, je mange aux alentours de 6h30, 7h. Ça Mhm. me laisse le temps de bien digérer, etc., avant d'aller me coucher, et j'ai aucun problème. Par contre, si je venais à manger, ça m'arrive hein, des fois parce que je sors et tout, je vais manger chez des gens, je ne vais pas les emmerder, leur dire, ouais, sors-moi un steak. Ils ont fait de la lasagne, j'ai mangé de la lasagne. Donc, du coup, quand je vais me coucher, mais le soir, j'ai des acides, C'est j'ai des lourd, remontées oui. acides, je suis Mhm. pas bien, j'ai du mal à digérer, voilà, des ballonnements et tout, parce que voilà, ça me correspond pas, ce genre d'aliment. Et donc, ouais, ça vient bien démontrer sur le terrain, et ça, je le mesure, moi, tous les jours, donc, que ce soit avec mes clients, que ce soit même au travers des études que j'épluche et que je passe mon temps à éplucher. Je suis désolé, mais c'est absolument pas pertinent, et ça fait longtemps que ça a été débunké. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez y aller, il y a un article sur lequel je dis la viande bonne pour vous, avec un point d'interrogation, et dedans, il y a une liste, mais vraiment énorme, d'articles qui viennent démontrer que la viande est saine et qu'elle est indispensable à la santé de l'homme, et Mhm. surtout la viande rouge et les abats. D'accord. Et d'ailleurs, si on revenait au monde ancestral, les gens, et ma mère d'ailleurs, elle en fait partie parce qu'elle est encore dans son monde ancestral, elle mange l'animal du museau jusqu'à la queue. Pas de gaspillage. Il n'y a Ouais, pas de ouais, ouais. gaspillage. Et Faites chaque les bouillons élément, d'os aussi avec les os, c'est ça? alors, le bouillon d'os, c'est vraiment, c'est la potion magique, hein, c'est le truc de Panoramix, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la baguette magique, hein, que ce soit avec le glutathione, que ce soit dans le fait que ça répare le tissu épithélial au niveau des intestins, que ce soit, enfin, je veux dire, c'est juste magique. Et ça, le bouillon d'os, j'invite tout le monde à s'y remettre. Et ça, pour le coup, je peux faire une recommandation générale. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, donc, si je récapitule l'approche fonctionnelle, c'est vraiment assez quand même proche de tout ce qui est plutôt ancestral, tout ce qui est retour aux sources, retour à la nature, voilà, les bases, le sommeil, oui, le retour à la terre, les productions d'aliments bruts. Euh, enfin, ouais, moi, je vais chez le Ouais, producteur du retrouver coin, ça n'a rien à l'écosystème. voir avec les produits industriels, le fromage. On a une chèvrerie à côté. Tu vois les petites chèvres, tu vois la préparation du fromage, tu vas dans la petite boutique, tu as ton fromage tout pur au lait cru. Enfin, voilà, je pense que c'est un retour à tous ces produits artisanaux, bruts, non transformés, et puis aussi T'as dit le mot hautement magique. individualisés. Mm.
T'as dit le mot magique, non transformé. C'est une conversation que j'avais eue avec le docteur Anthony Fardet. Je sais pas si tu le connais. Pas du tout, non. Alors, je t'invite à le connaître. Il y a une vidéo que j'ai fait avec lui. Justement, on parle du réductionnisme en termes de nutrition et on mentionne justement les produits transformés, ultra transformés. C'est vraiment problématique. Aujourd'hui, on arrive à des choses qui ne sont plus de l'ordre des nutriments, hein, dans ce qui est industriel. Tu prends certaines frites surgelées et tout, on se demande même s'il y a encore de la pomme de Ouais, c'est terre une dedans, tu vois. catastrophe. Mm. Donc, ouais, ça, c'est le genre de choses euh, qui, qui posent un gros problème et ça, les gens n'en sont pas conscients, en fait. Et je le vois quand on va faire les courses, je regarde le caddie des gens, c'est une dinguerie, hein, la proportion d'aliments ultra transformés que les gens achètent. Après, quand on me parle d'inflation, etc., je dirais il faudrait déjà C'est juste clair. supprimer ce genre d'aliments, Mm. revenir à quelque chose de plus simple et tout va bien, quoi, hein. Ouais, absolument. Le saumon, la dernière fois, il était à Auchan dans la poissonnerie aux alentours de 7 euros. Et que les gens arrêtent de se méfier du mercure et tout ça, parce que tant qu'il y a du sélénium, il risque absolument rien. Il faut complètement en sortir de ça et de se dire que même un poisson d'élevage, d'ailleurs, c'était le magazine 60, je sais comment il s'appelle, là, 100 millions de 100 millions de consommateurs. consommateurs, oui. Ouais, parce que je confonds toujours avec 30 millions d'amis, 100 millions de consommateurs, tu sais, ça fait un peu le truc. Là, à chaque fois que je veux le mentionner, il y a l'autre nom qui résonne dans ma tête. Et donc, du coup, en fait, ils avaient mesuré justement au niveau de la toxicité des poissons, que ce soit les poissons d'élevage, les saumons d'élevage, ou les saumons qui avaient été pêchés en rivière. Et en fait, ceux qui contenaient le plus de mercure et le plus de toxines, c'était ceux qui étaient élevés de manière sauvage, normale Ouais, ouais, et ouais, qu'ils oui, il y en a consomment plein des petits dans poissons et l'eau. tout ça. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais bon, enfin, moi, je préfère des gens qui vont consommer même un saumon, entre guillemets, de mauvaise qualité, même s'il est frais et tout, mais qui est d'élevage et tout. Je préfère qu'ils consomment ça qu'ils n'en consomment pas. Parce qu'il y aura toujours quelque chose là-dedans qui va être bénéfique. Et comme je l'explique, le sélénium, c'est ce qui va venir kélater le mercure et qui va empêcher justement le mercure de venir nous empoisonner. Donc, leur délire de les gros poissons, tout ça, c'est encore un des trucs, un des mythes qui tournent sur Internet et sur lesquels les gens ne se sont pas penchés. Mais quand on commence à réfléchir un petit peu aux choses au-delà du simple réductionnisme et du simple quantitatif, quand on comprend la synergie des micronutriments et comment fonctionne tout ça, ben on se rend compte au final qu'on a plus d'impact positif à manger comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne coûte pas forcément cher de manger bien. Et ça, Ouais. c'est un mythe. Beaucoup de gens pensent que oui, moi je peux pas, écoute, je vais machin. Mais si on commence à réfléchir sur ce qu'on a dans notre panier et sur ce qu'on achète, on peut se rendre compte que en mangeant sainement, eh bien, on peut faire des économies. Et peut-être pas manger de la viande rouge tous les jours, mais manger de la viande rouge de qualité au moins deux, trois fois par semaine. Ceux qui peuvent, hein. Je sais que Ouais, c'est un certain coût, mais voilà, bon. le contexte économique fait que aujourd'hui, ben, ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que dans un pays comme la France, en général, on peut se débrouiller, on peut toujours trouver des solutions. Moi, je vois, hein, quand on va égorger notre propre bête, je me méfie toujours de le dire, parce que la dernière fois que je l'ai dit dans la vidéo de Georges Mouton, je me suis pris une rafale de gens qui m'ont envoyé des mails choqué, quoi. Des gens qui m'ont dit, oh, j'ai arrêté de regarder les vidéos quand tu as dit égorger. Mais bon, c'est la réalité. Je veux dire, tu parlais tout à l'heure de retournement. C'est la chose à laquelle on appelle un retournement, à revenir à nous. On n'appelle pas une révolution. La révolution, ça ne marche pas. Il Mhm. faut retourner. Il faut faire un retournement à nous, revenir à des choses ancestrales, revenir à des choses. Je veux dire, quand j'étais dans le désert, le moindre gamin de 12 ans, il sait égorger sa bête, il sait la dépecer, il sait faire tout ça. Et nous, à l'époque, je suis tombé la dernière fois sur une vidéo de Maïté. Elle était en train de Ouais, cuisiner en c'est live un ragondin, il lui a mis un gros coup de truc, mais j'étais là, je dis, mais tu mets une vidéo comme ça aujourd'hui à la télé, les gens, ils font une syncope. c'est vrai. Les gens, ils se retournent, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est un changement de mentalité qu'il faut. Il faudrait limite tout se réapproprier. L'éducation, l'économie, etc. J'en parle beaucoup. Tu as une dame qui s'appelle Valérie Bugeaud, comme tu le prononces, et qui parle justement de choses intéressantes. J'invite les gens qui ne la connaissent pas à aller la voir. Et elle en parle en termes économiques, en termes sociétaux, mais je pense que nous tous, dans nos petits coins, nous, en termes de santé, de nutrition et tout, en fait, il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est vraiment, si on voulait changer
la société et en faire une société beaucoup plus saine, je pense que c'est ces genres de choses qu'il faudrait se réapproprier, que ce soit l'élevage, que ce soit la production. On devrait fracasser toutes ces multinationales, Ah, ça, revenir à c'est des sûr. petits producteurs, revenir à des choses plus locales avec des petites communautés, etc. Mais bon, voilà, on n'y est Absolument. pas encore. Je pense Absolument qu'il d'accord faut, avec toi. il y a besoin d'une prise de conscience et on est sur le chemin. De toute façon, comme disait René Guénon encore une fois dans son livre La crise du monde moderne, l'heure la plus sombre, c'est celle qui précède le lever du soleil et le crépuscule. Donc, tu vois, c'est pas parce que ça devient de pire en pire que ça va pas aller mieux. Finalement, c'est cyclique. On sait que de toute façon, l'anomalie qui est ce monde moderne, il ne peut pas durer. Il travaille dur tous les jours pour persister, pour, pour continuer à exister. Mais au final, la vérité, elle n'a pas besoin de forcer. Elle a juste besoin d'être là. Puis quand au bout d'un moment, les gens finiront par la voir, les choses, elles reviendront à leur place d'elles-mêmes. Mais pour l'instant, on est tous, la plupart d'entre nous, encore dans l'illusion, dans un tas de choses qui font que on fonctionne d'une certaine manière et que nos priorités sont ailleurs. Mais je le dis souvent à mon entourage, on n'est plus dans les années 80-90. Aujourd'hui, on est en 2023. On vient de passer une période dans laquelle on nous a confinés, dans laquelle on nous a mis dans un certain état, sans vouloir aller trop loin. Mais il va y arriver un moment où on n'aura plus le choix que de prendre des décisions. Donc, tant qu'à faire, autant les prendre en avance, Mhm. autant réfléchir aux choses avant que la crise arrive. Et c'est clair qu'elle est là, elle arrive, Ouais, c'est tout le sûr. monde le sait, tout le monde la voit venir gros comme une maison, mais on continue encore de faire semblant, on continue de suivre le championnat de football, on continue encore à, voilà, à tout un tas de choses. Moi-même, hein, je suis l'ancien joueur de rugby à 13, je vais voir des Ah matchs oui. et tout. Je suis obligé d'aller un petit peu me mélanger, tu vois, de vivre tout ça. Je vais pas vivre comme un reclus, mais dans le fond de ma tête, je sais, je me dis, tous les matins, je me lève, je me dis, c'est pour quand, quoi. On Mhm. en est là, hein, je veux dire, moi, Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, ouais, hein, j'accompagne des gens, je vois l'état de santé, je vois je vois les choses dans lesquelles elle est. Après, il faut pas désespérer. Nous, en tant que spirituel, jamais on rentrera dans la déprime, dans le désespoir et tout ça. Mais il faut être conscient du monde dans lequel on vit, l'allure incroyable vers laquelle on est en train de nous amener vers un agenda. Les gens ont du mal absolument. à comprendre que leurs élites, leurs dirigeants peuvent vouloir les amener vers quelque chose qui ne leur convient pas, mais finalement, c'est pas la faute de ces gens-là, c'est notre faute à nous, en fait. J'ai presque envie de dire que le plus gros des péchés de l'homme, c'est la désobéissance. La désobéissance à qui il est, à ce qu'il est, à ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être, et à son état primordial dans lequel il aurait jamais dû duquel il aurait jamais dû sortir. En gros. Ouais. Parole très sage. C'est pas, c'est c'est juste, voilà, c'est un constat, ça remonte à très Non, mais longtemps. je vois au niveau santé, on observe quand même une augmentation des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. C'est énorme maintenant, les gens qui C'est sont une atteints épidémie. de... Mais oui, C'est une épidémie. c'est 75% clairement, des visites chez les médecins, c'est pour des maladies chroniques inflammatoires. c'est La énorme. médecine conventionnelle, elle est complètement désarmée face à Tout à ça. fait. Ouais, tout à Donc, fait. c'est là que tu vois la médecine fonctionnelle, la naturopathie fonctionnelle, c'est là qu'elle a toute sa place. Et c'est là que nous, ce que je te disais tout à l'heure, on fait que rafistoler. Mais il y a un moment donné, voilà, notre société, notre façon de vivre, on ne peut pas dire qu'elle prône la santé. Voilà. Même Non, notre bah, ouais. système de santé, hein, c'est plutôt un système de la maladie, voilà, qui va gérer la maladie, Bah, qui va gérer c'est l'urgence, mais ça. Ouais, c'est qui ça va quand pas on faire la regarde. promotion de la santé. Pas Tu du vois, tout. Au comme par contraire, exemple dans le bah, Covid. l'industrie pharmaceutique, elle est tellement énorme aussi qu'elle a besoin de gens malades, hein. On peut pas... Donc voilà, on revient à la chose qu'on disait tout à l'heure. Il faudrait que remettre le bien commun au centre des débats et Voilà. pas l'intérêt privé. Et donc, tu vois, c'est ce que je dis souvent, hein, j'en parle beaucoup, les gens qui me connaissent, je parle d'autorité spirituelle et de pouvoir temporel. Le pouvoir temporel au travers de ce qui a été fait avec les encyclopédistes, avec Descartes, avec la Révolution française, et même Philippe le Bel avant, hein. Philippe le Bel, quand il a amené la papauté en France et tout ça, en fait, il a retourné, si vous voulez, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel a pris le dessus. Et finalement, dans l'ordre des choses, ce qui s'est passé, c'est que c'est les bourgeois qui ont retourné finalement ce pouvoir temporel. Et donc là, on est sous l'ordre des marchands. Et je veux dire, il faut être complètement aveugle pour pas comprendre qu'on est un petit peu dans ce qu'avait décrit
euh, comment il s'appelle cet écrivain qui avait écrit Le Marchand de Venise? Oula. Euh, Shakespeare. Ah Voilà. oui, bon, d'accord. On est complètement dans le marchand de Venise. Et tu parlais justement de l'intérêt commun. Je veux dire, si on voulait parler, si on voulait parler de la crise qui vient de se dérouler, on aurait pu parler de préventif, on aurait pu parler de choses qu'on pouvait faire pour justement éviter que les gens aient des comorbidités qui font qu'ils vont pâtir de certaines bactéries, pathologies, virus, etc. Quand on travaille le terrain, quand on fait en sorte que les gens vivent sainement, ben, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on les maintient dans le stress, quand on les nourrit mal, etc., 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 on se retrouve avec des gens qui sont beaucoup plus affaiblis. En Ouais, fait, les c'est gens ça. sont beaucoup plus résilients que ce qu'ils pensent. Mais ça devient tellement difficile, on est tellement attaqué de tous bords. Je veux dire, il suffit d'allumer la télé le matin là, pour... tu en as pour la journée du stress, quoi. Ouais, Là, surtout avec les événements qui se passent en ce moment, bien je ne vais même sûr. pas y rentrer, mais bon, voilà. C'est l'un après l'autre Et- en ce moment, hein. Entre le Ouais, Covid, ouais, ouais, on passe l'inflation, de la les guerres, plus du lit, Ukraine, l'Ukraine, le machin, le truc, Israël, ouais, voilà. ouais, Et il y a il faut nous beaucoup, c'est vrai. maintenir dans cet état, en fait. Voilà, c'est, je veux dire, les gens qui pensent que c'est par hasard, je pense qu'ils n'ont pas étudié des gens comme Serge Tchakoutine, qu'ils n'ont pas étudié des gens comme Gustave Le Bon, comme Edward Bernays, comme Goebbels, même pour aller plus loin, comme, je veux dire, je pourrais en citer énormément. Je veux dire, la manipulation de masse, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est Mm. quelque chose qui est toujours là. Et ça, les gens ont besoin de s'en préserver. Et ça, on ne peut pas s'en préserver quand on est dans l'état d'ignorance. C'est Quand on sûr. est ignorant et qu'on n'est pas sachant, ben, du coup, c'est plus facile pour eux de nous désaxer et de nous déstabiliser. Et puis, voilà. Tu avais une dame, j'ai oublié son nom, elle est morte d'ailleurs. Elle avait écrit un livre qui s'appelait La guerre contre les peuples. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Bah, je pense pas, du Bah, moins. le nom me revient pas, mais elle parlait justement de médecine, elle parlait justement un petit peu de nutrition, de tout un tas de choses. Et puis là, bien des années plus tard, force est, force est de se rendre compte que elle avait pas tort. Elle avait pas Mm. tort. Ouais. Donc Mm. voilà, c'est une guerre spirituelle. Tant qu'à faire, on Tout va à la fait. gagner. On va la gagner. Et puis, je suis ravi. Enfin, la chaîne que tu fais, vulgariser un petit peu le savoir comme ça, faire comprendre un petit peu la santé holistique. Et vraiment holistique, les gens peuvent être choqués aujourd'hui qu'on ait pu parler de spiritualité ou d'un tas de choses Sans comme ça. doute, mais bon. Mais c'est clair que ça fait partie de cet exposome qu'on décrivait au début de ta vidéo, sur lesquels il faut absolument agir. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut, voilà, il y a une réflexion à avoir sur sa santé. Il faut arrêter je parlais tout à l'heure d'approche participative, de prise en charge participative. Il faut que les gens se responsabilisent Ouais, c'est ça. dans leur santé et qui deviennent acteurs et comprennent qu'un système de santé dans lequel tout est auto-centré sur la personne qui est votre thérapeute et qui va de lui du haut vous donner de manière générique la même chose à tout le monde, il faut comprendre qu'il y a un problème là-dedans. Il Et faut que, sortir de l'état de dépendance parce que c'est ça, moi je pense que si les gens voilà, et, exactement. ben, le docteur a dit ça, donc voilà, et il y a une espèce de dépendance. Ben, enfin, moi je vois dans ma famille, hein, j'ai ma maman qui a des problèmes de cholestérol, par exemple. Je lui demande ben, comment ça se fait, enfin, quelle est la raison de ça? Pourquoi est-ce que tu as des problèmes de cholestérol? Ah bah je sais pas. Je sais pas, et en fait, elle va pas chercher à savoir non plus. Donc, on va prendre les cachets du médecin. En plus, Patine, ça la rend mal. Ouais, en plus, elle est très mal avec ça. Donc, bah, moi, j'ai réussi est-ce avec qu'au moins il la des. supplémente? Non, Est-ce qu'au moins il la justement. Et supplémente justement, en coenzyme Q10? voilà. Donc, justement, c'est ce que je lui ai dit de faire. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre de la coenzyme Q10. Et qu'est-ce qu'elle prend aussi? Elle prend de la berbérine. Prendre la berbérine, comme j'en ai parlé au docteur Mouton, hein, c'est lui qui m'a un peu expliqué Hmm. pour comment elle doit faire. Donc elle prend ça et ça va 10 fois mieux. Donc elle continue son traitement, mais voilà, ça va mieux. Mais par contre, la cause, on ne sait pas trop, quoi. Enfin, elle n'a pas. Ouais. J'ai parlé dernièrement du syndrome métabolique, etc. Ce qu'il faut comprendre, en fait, avec ce problème, ben, tiens, ouvert la fenêtre, tiens, on y va. Alors, tu as une vidéo, et là, c'est pas un truc complotiste, tu peux y aller, c'est Arte. Bon, Mhm. c'est une chaîne Moi, je qui a regarde un pignon souvent sur Arte. rue, Mhm. etc. Le cholestérol, le grand bluff. D'accord, ça, Tout je de ne l'ai pas suite. vu. Alors, il faut absolument que tu ailles le Ah voir. oui, je vais aller voir. Voilà. Parce que là, on rentre dans quelque chose de vraiment, vraiment, voilà.
de vraiment problématique parce que si tu veux, en fait, cette histoire de cholestérol, il faut connaître quelqu'un qui s'appelle Ansel Keys, qui est un professeur qui, dans les années 60, s'était occupé des N-words, etc., et qui s'occupait de son alimentation et tout. Et puis, il est arrivé avec une théorie. Et cette théorie, il a corroboré cette théorie, si tu veux, en faisant un petit peu de cherry picking, comme on dit. Cherry picking, c'est, comme on dit en anglais, tu le sais, tu parles anglais, c'est choisir des choses Voilà. en fonction de ce qui nous arrange. Mhm. Donc, il a choisi un certain nombre de pays qui allaient corroborer ce que lui prétendait par rapport au gras. Donc, le point de vue et, si tu veux, le postulat dans cette quiz, c'était que le problème, c'était le gras. Et comme on retrouvait du cholestérol sur le lieu du meurtre, c'est comme si, par exemple, moi, je vais parler avec mon voisin tombe et il meurt, je suis à côté, c'est moi le responsable. Donc, le cholestérol est là, mais ce qui, tu comprendras quand tu regarderas cette vidéo, c'est que le cholestérol, finalement, c'est un véhicule. Et quand on parle de bon cholestérol, mauvais cholestérol, c'est comme si on parlait, en termes d'ambulance, d'une mauvaise ambulance qui irait vers l'accident et de la bonne ambulance qui reviendrait vers l'hôpital. C'est Mhm. vraiment dans ces termes-là. Donc, en face à Ansel Keys, tu as quelqu'un qui est malheureusement moins connu, mais qui s'appelle le docteur Gerald Reven. Gerald Reven, lui, a parlé du syndrome X à l'époque, et ce qu'on a aujourd'hui appelé le syndrome métabolique. Et en fait, la cause, si tu veux, du syndrome métabolique, si tu veux, quelque part, c'est la résistance à l'insuline. La cause de la résistance à l'insuline, c'est l'hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, sa cause, c'est le trop de sucre. Donc finalement, ces problèmes de tension haute que j'imagine que ta mère a, Ça, je ne sais pas. non? Bah, Enfin, ça, si je c'est sais que le pas. cholestérol, à mon avis, il a dû avoir autre chose parce que sinon, elle n'aurait Bah, jamais été. elle a Hashimoto, mais elle a plus de sa thyroïde, mais elle a quand même maladie D'accord. auto-immune. Enfin, il y a Donc, d'autres si tu choses, veux, quoi. le cholestérol, plutôt que de mesurer le cholestérol, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mesurer, certes, le LDL, mais le LDL oxydé. Il faut mesurer l'homocystéine. Il faut mesurer la lipoprotéine A. Il faut mesurer la glycémie à jeun. Il faut mesurer les GGT. Il faut mesurer la ferritine. Il faut mesurer tout un tas de choses. Mais si Mhm. on prend le cholestérol, surtout chez une femme ménopausée, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Par contre, dans le syndrome métabolique, c'est clair que la diminution de HDL, c'est un des facteurs, dans les 5 facteurs qui sont pris en compte, dont l'hypertension, etc., etc. Et donc, du D'accord. coup, oui, ils le prennent en compte, mais si tu veux, c'est des critères qui sont vachement discutés en ce moment. Mais si on peut s'accorder aujourd'hui sur une chose, c'est qu'il vaut mieux mesurer le côté résistance à l'insuline et tous les facteurs que je viens de te donner, plutôt que de s'inquiéter juste du cholestérol. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, les études sont là. Les statines, c'est plus dangereux, plus problématique que ce que ça va apporter de solution. L'autre point qu'oublient beaucoup de gens, c'est que les 3 quarts du cholestérol sont produits par le foie. Donc, si tu n'en donnes, tu n'en prends pas, ton foie va en produire. Et priver quelqu'un de cholestérol, donc de gras, c'est quand même dangereux. Mhm. Donc, D'accord. nous, de notre point de vue de naturopathe fonctionnel, c'est ce qu'on dit. Encore une fois, on n'est pas médecin. J'invite les gens à se référer à leur médecin, ne pas écouter ce que je dis, mais peut-être de se poser des questions, aller peut-être discuter avec leur médecin et voir un petit peu la chose qu'il en est. Je veux dire, là, j'ai une médecin qui suit les cours chez nous. On a eu un long débat là-dessus. Finalement, quand je lui ai posé les études qu'elle a été allée faire, ses recherches elle-même, elle est venue à la même conclusion que moi. Mhm. Donc, il D'accord. faut bien connaître d'où viennent les choses. Là, encore une fois, on vient de le démontrer avec Ansel Keys et son opposition à Gerald Reven, le professeur Gerald Reven, qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a contesté Mhm. le dieu Ansel Keys. C'est comme dernièrement quand on venait contester les morticoles qui passaient à la télé et qui nous préconisaient leur injection magique. Mais c'était du même ordre, en fait, si tu veux. Voilà. On est dans le même genre de cas de figure. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait des années qu'on fait la même chose. Et des années que, comme tu le dis, on est en pleine épidémie de ces maladies chroniques inflammatoires. Des années que l'obésité est en Mhm. expansion. Je veux dire, c'est exponentiel. Ça va, mais à une vitesse incroyable. On se retrouve avec des gamins, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai des enfants. Je les amène à l'école. Mais nous, à l'époque, s'il y avait un obèse dans l'école, c'était le bout du monde. Là, maintenant, tu en as 2 par classe. Ouais, c'est vrai.
Mm. Ça, je veux dire, il te suffit d'aller à l'école pour le constater. Et tu vois même autour de nous, tu vas à la plage, à l'époque, dans les années 80, les mecs, les abdos, tout. Ah, mais non, qu'est-ce qu'il y a comme gros, quoi? Mm. Ouais, Donc, non, tout à preuve fait. en est que ça fait des années qu'on fait la même chose et ça fait des années que c'est de pire en pire. Donc, peut-être que l'intelligence, ce serait d'essayer autre chose. Peut-être. Voilà. Et Ah, moi, je le c'est- vois dans ma non, mais pratique, hein. ouais. Les gens qui viennent me voir qui ont ce genre de problème, le poids, ils le perdent, hein, 30, 40 kilos suivant les cas. Je veux dire, c'est facilement faisable, hein. Et il faut comprendre que ce n'est pas un point de vue calorique, parce que c'est bien de là qu'il part, mais que c'est un point de vue biochimique. Le langage du corps, ça n'a jamais été les calories, ça a toujours été les hormones. Donc, il faut absolument réfléchir à la nutrition sous cet angle-là, et c'est qu'en réfléchissant sous cet angle-là qu'on arrive à avoir les bonnes réponses. Donc, moi, je peux donner du gras, je peux donner des abats, je peux donner un tas de choses à des gens et les faire maigrir à condition de supprimer les choses qui vont créer justement cette hyperinsulinisme, parce qu'on dit les deux, mais bon, on préfère dire hyperinsulinisme. Et donc, cet hyperinsulinisme qui est la cause, je rappelle, de la résistance à l'insuline, et donc du syndrome métabolique, etc., etc., qui est vraiment la cause de beaucoup de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, d'AVC, de choses comme ça. Quand on réfléchit le problème de ce point de vue-là, on a de meilleurs résultats que quand on parle du point de vue du cholestérol. Voilà, c'était pour D'accord. par rapport à la parenthèse des statines, etc. Et Il faut quand, savoir que les statines et les IPP sont les médicaments les plus rentables de voilà, Bifort. elle a les deux. Elle prend les deux, justement. IPP long terme. Ce J'essaye de qui ne me fait pas battre de sens contre parce ça que quand dès même qu'on parce va que, diminuer l'acidité dans l'estomac, comme je t'ai expliqué en début de ouais, c'est vidéo, ça. on va forcément avoir Ah moins oui, de biodisponibilité. Donc forcément, tu vois, c'est l'engrenage en fait. C'est une médecine, si je peux me permettre, stupide. mm, mm. Ouais, ouais, carrément. Et il est grand Et, temps qu'on la conteste, hein, je veux dire, c'est pas pour faire la guerre à quiconque, mais je pense qu'il est grand temps que les gens tapent du poing sur la table. Il y a des médecins qui l'ont fait, qui se sont fait suspendre. Nous, ça va pas tarder. ouais, c'est toujours le danger, ça aussi, hein. Mais bon. Ben, je Et, pense qu'on peut plus se préserver aujourd'hui. mm. C'est une guerre et- spirituelle. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en cas d'hypoglycémie, par contre, si tu tu sais, je pense juste au régime alimentaire où on va donner la priorité aux protéines, aux graisses, etc. Donc ça, je pense que le Alors, je docteur vais, Mouton, lui, il parle des génotypes E2, E3, ApoE2, ApoE3, et que les ApoE4 peuvent manger aussi plus de glucides, ce genre de choses. Et moi, en fait, c'est parce que je te pose la question, parce que j'ai une amie. Donc, quand on est en live, je reçois les questions à l'avance. Et du coup, là, j'ai une question pour une amie qui est en hypoglycémie. Enfin, elle avait des crises d'hypoglycémie fréquentes, mais sans avoir de problème. Tu vois, elle avait son indice OMA qui était correct. Enfin, il n'y avait pas d'anomalie c'est à qu'il ce critique niveau-là. beaucoup, ça, l'indice SOMA, Georges. Ouais, c'est vrai. L'indice SOMA pris tout seul, il veut rien dire, en fait. Et Voilà. Il faut le l'hémoglobine prendre. glyquée, Voilà, il faut prendre sachant les B1C. triglycérides, il faut tout prendre, en fait. Il faut tout prendre en compte et tout voir. Après, il Mais faut prendre le contexte de ton ami. Il faut Mais oui, voir un alors petit elle est peu naturopathe, hein, donc elle connaît quand même pas mal et elle travaille pour un qu'est-ce qu'elle médecin mange, c'est quoi fonctionnel, son justement. alimentation. Donc elle mangeait très, justement, alimentation ancestrale. Le matin, Elle était c'était quoi, des sur un œufs. cétogène? Non, non, pas cétogène, mais elle mangeait quand même ses glucides et tout ça, mais plutôt le soir. Mais elle avait, donc le matin, c'était des œufs, de l'atome de brebis, ce genre de choses, avocat. Donc elle était quand même enfin, vraiment plus sur les lipides quand même, et puis les protéines. Et les glucides, elle mangeait plutôt le soir ou voilà, dans l'après-midi. Enfin. Mais Quel du âge elle coup, a? elle est jeune, elle a 25 ans, mais elle D'accord. Elle était avait des problèmes de en, règles, pas de problème de règles? oui, alors, elle avait des problèmes de digestifs, de SIBO à Ouais. l'époque. Et donc, c'était pour se remettre justement de son SIBO, parce qu'elle avait perdu du poids avec son SIBO, tout ça. Mais elle mangeait pas assez de calories, enfin, apparemment, quand elle comptait ses Alors ça, tu calories. vois, c'est un des gros problèmes, c'est un des gros problèmes de gens qui rentrent, justement, tu vois, j'ai bien fait de te le préciser juste avant, qui rentrent dans ce genre de régime. Et eux, il faut pas dire régime, moi je parle Oui, d'adaptation alimentaire, l'alimentation, la diète, comme justement on pour dit. faire exploser ce côté régime, parce que les gens finissent par sous-manger. Et quand on sous-mange, eh ben, c'est aussi problématique, en C'est fait. ça. Et il faut vraiment, moi je leur recommande à chaque fois, de ne sortir de table que quand ils sont rassasiés. Et ça, je veux dire, c'est clair et net, hein. Il y a un moment donné, les calories ils comptent aussi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité. Même si on a réglé le problème qualitatif, il faut aussi penser au quantitatif.
il faut qu'il y ait quand même assez de micronutriments et de macronutriments pour Mhm. nous faire durer toute la journée. Et donc, si elle tombe en hypoglycémie, il y a forcément une cause derrière. Donc, ce qu'il faut faire en termes de médecine fonctionnelle, je ne vais pas lui donner une potion magique là aujourd'hui, mais ce serait de lui faire remplir un questionnaire, de voir un petit peu, voilà, tu vois, là, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte vite fait qu'elle ne mangeait pas assez, etc. Essayer d'établir un petit peu tout ça. Et puis après, en réponse, ben, voilà, on va déjà traiter le système digestif, rétablir un système digestif optimal. Puis après, on va lui adapter une alimentation. Et justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de jeûne, etc., etc. Et je pense que le fait qu'elle soit en hypo comme ça, elle va beaucoup tirer sur son axe HPA. Il va y avoir des problèmes donc, de cortisol, etc., etc. Donc, il va y avoir un tas de choses qui vont être en cascade et qui vont être en conséquence justement de ces choix de vie. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut venir faire les rectifications. Et puis, normalement, si on fait les choses bien et de manière participative, les choses, elles se rétablissent d'elles-mêmes. Je veux dire, c'est pas normal d'être dans une hypoglycémie, ça, c'est clair et net. Bah, en fait, du coup, elle a changé son alimentation et elle est passée à un régime glucidique. Donc, elle mange moins de lipides et elle mange plus de glucides. Et elle dit qu'elle a plus ces problèmes d'hypoglycémie. Je vais faire une Euh, série là-dessus. Je vais faire une c'est série intéressant de. parce que ça va quand même à l'encontre de ce que certains Mais médecins en fait, fonctionnels non, ça disent. va pas à l'encontre de la science parce que supprimer tous les sucres, je le répète et j'arrête pas de Ah le oui, non, dire, ça, non, là, on c'est n'est voilà, pas. non. Non, Sur un certain moment, oui, parce qu'on veut faire de l'éviction et tout, mais supprimer tous les sucres, non, moi, non, je suis pas elle partisan était de pas à tout ce ça. point-là du tout, hein. Non, non, non. Non, mais par Donc contre, elle a ouais, rajouté quand même pas mal de. Elle mangeait peut-être pas beaucoup de tout ce qui était. Elle a rajouté tu sais, des céréales, tout ce qui est sarrasin, voilà, je sais c'est pas des fausses trop. céréales, le sarrasin. Ouais, c'est vrai, Et c'est c'est vrai. puis au niveau glycémie, Euh, Bon, c'est elle mange quand pas. même sans gluten, donc voilà, mais je sais plus Hmm. exactement. Je sais qu'elle se fait des pains hyper protéinés des pains de banane, des cakes, des banana cakes là, des choses comme ça pour remonter un petit peu ses calories, tout Ouais, ça. Donc c'est faut intéressant se parce qu'elle méfier. était, bah oui, parce qu'elle était en conflit un petit peu avec d'autres personnes qui, dans son entourage de médecine fonctionnelle, de naturopathie. Voilà, donc là, elle a eu des résultats, tu vois, comme ça. Donc, Ouais, il faut se méfier de l'effet clan. C'est pour ça que je dis souvent, en termes de nutrition, moi, je fais partie d'aucun clan. Je suis quelqu'un qui prend en charge des personnes et voilà, j'ai pas un régime. Oui, il faut être cétogène. Oui, il faut être machin. Oui, le paléo, ça y est pas, ça y est pas. Fait. Ouais. ouais. Ok, Voilà, c'est bon, on rentrer dans reste. ce genre de truc, quoi. Il faut, voilà, et tu vois, tu le vois bien, hein, elle, ça lui convient pas. Par contre, tu as le docteur Sean Baker, ça fait 10 ans qu'il est en carnivore. Lui, ça lui va très bien. Saladino, il en est sorti parce que ben, ça ne lui convenait plus. Il est passé à quelque chose de plus paléo. Enfin, voilà. Ce que je disais au début, ce qu'on a dit aussi dans la vidéo avec Georges Mouton, c'est que l'homme moyen n'existe pas. L'alimentation générale, la recommandation générale à tout le monde de la même manière, ça n'existe pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre et que c'est toujours individualisé et c'est toujours en fonction de qui on est au final. Je veux dire, je vais pas nourrir de la même manière un sportif Mm, qu'une femme enceinte, je vais pas nourrir de la même manière un épileptique qu'un diabétique. Enfin voilà, tout à tu fait. vois, il y a des choses et puis c'est évolutif, tu vois. C'est pas parce qu'on a commencé à un endroit cette approche où on a fait une grosse éviction qu'il faut absolument y rester. Peut-être que en faisant de la réintroduction, etc., on arrive à mieux jauger. Il faut faire surtout gaffe quand on rentre dans ce genre d'adaptation alimentaire à ne pas se sous-nourrir, à ne pas penser qu'il faut restreindre. Tu vois, il faut vraiment manger à sa faim. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est Voilà. important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas en fait leurs calories. Ouais, ouais. Je pense que beaucoup de gens font cette erreur-là. Et puis, il y a des gens qui se mettent en carnivore en mangeant que de la viande blanche, tu vois, ou Ah des oui. choses comme ça, tu vois, des trucs Mm, aberrants qui ne sont pas adaptés. Donc, des fois, en creusant, tu arrives à trouver un petit peu l'anomalie qu'il y a dans leur façon de manger. d'accord. Mais Bon, bah, ça tient à pas grand-chose, hein, des fois, hein, tu sais. ouais. Oui, c'est vrai, des petits rééquilibrages. Enfin, moi, Ouais, c'est j'ai fait des l'expérience petites de ça erreurs. récemment et effectivement, il y a des choses qui changent tout, alors que tu fais juste un tout petit changement et ça va changer beaucoup de choses dans ton énergie, ta digestion, etc. Ouais. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais moi j'aimerais bien te demander aussi comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, enfin comment les gens peuvent travailler avec toi et est-ce que Ah ben tu veux moi, me c'est dire un mot simple, sur je veux ton dire, école alors sur la page de l'école, il y a une rubrique clinique.
Mhm. Là, si les gens veulent un accompagnement, ils peuvent directement cliquer là-bas dessus. Et moi, je fais l'accompagnement, mais il faut qu'ils sachent que je leur fais un entretien avant de commencer et que je cherche voilà, à comprendre, à m'enquérir du fait qu'ils sont bien préparés à venir faire une prise en charge avec moi et que ça va demander des efforts. Donc, forcément, ça va demander des changements de vie. Mais bon, voilà, ça va pas se faire d'un coup. Comme on dit, le changement, on le réussit quand on fait de petits changements. On va pas tout changer, voilà. Mais suivant les profils, il y a des gens qui, voilà, j'en ai une dernièrement, elle était vexée parce que je lui ai envoyé ma proposition de prise en charge. Oui, mais moi, je veux ci, je veux là, je veux. Je dis, écoute, je suis pas Maïté, je suis pas en train de faire un cours de cuisine ou quoi, et on n'est pas dans un restaurant. Tu adaptes l'alimentation suivant tes goûts, mais je pense que le mieux, selon ce que tu m'as donné, suivant les données que j'ai, c'est de manger dans cette direction-là. Si tu veux rester à manger certaines choses qui ne correspondent pas à ton état de santé, je suis désolé, enfin, voilà, je peux pas, moi, te dire, bon, ouais, vas-y, mange ça, quoi. Ah, bien sûr. Mange des pâtes, Je vais mange de mettre l'huile de ton, friture, fais-toi des frites tous les jours, ça va aller. je vais Ouais, mettre fais des ton frites lien. avec du gras de canard, ça ira bien, ça Ouais. encore, mais dans le truc, là, au secours. Mhm. D'accord. Après, voilà, le paléo, enfin, moi, pour moi, si vous voulez me poser la question sur l'alimentation, moi, je pense qu'un paléo, même si j'aime pas le nom, parce que tu vas donner un nom à une approche alimentaire, à une adaptation alimentaire, mais je pense que, oui, dans le paléo, dans l'ordre général de ce que nous, on pense quand on parle de paléo, c'est quoi? C'est une alimentation avec une haute densité nutritionnelle, avec beaucoup de variétés, avec plein de choses, des fruits, on va pas se priver, etc., etc., mais voilà, qui sont faits de manière intelligente. Et dans ce genre d'approche, ben, on arrive à vivre une vie normale sans avoir trop de contraintes. On peut même aller manger au restaurant et trouver de quoi manger quand on est dans un truc paléo. Alors que quand on rentre dans des trucs voilà, où on veut rester absolument extrême, rester dans un céto parce qu'on a décidé qu'on était céto, etc., etc., Mhm. C'est c'est clair, compliqué. ça a fait des miracles, mais il est resté ad vitam aeternam quand on peut s'en passer, pourquoi ne pas manger un fruit quand on peut se le permettre, pourquoi, enfin voilà. Et je sais qu'on peut en manger, certaines baies, ils sont toujours en train de gamberger, le l'indice glycémique, le truc, enfin voilà. Des notions qui pour nous sont complètement obsolètes parce que nous, l'indice glycémique, la charge glycémique, tout ça, on a mis de côté. On pense plutôt à sucre cellulaire, sucracellulaire, qui n'a pas du tout le même impact sur notre santé. Donc, voilà, il faut. Et puis quand on mange avec du gras, forcément, on n'a pas toujours on n'a pas le même impact au niveau de la réponse de l'insuline. On n'a pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Les notions de laboratoire, c'est une chose. Le monde réel, ça est une autre. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut quand même vivre sa vie aussi. Pas... Ouais, et Parce que puis c'est passer facile son temps à d'être peser, à total. Voilà, mesurer c'est ça. On peut être au secours, devenir quoi. ça devient obsessionnel en fait après. C'est ça, C'est ouais, c'est arrivé, ça, hein, quoi. ça, de personnes qui ont développé des troubles du comportement alimentaire alors qu'elles n'en avaient pas du tout en fait avant. Bon, c'est pas génial non Ouais. plus. Et puis, tu as un tas de gourous sur le réseau, sur les réseaux, qui, eux, ont changé de façon de manger, mais comme c'est leur fonds de commerce, eh bien, ils continuent à le mettre en avant, tu vois. Puis les Mm. gens qui les suivent, eux, ils vont aller jusqu'au bout, tu vois. C'est comme pour le crudivorisme, comme pour un tas de choses, tu vois. Donc voilà, il faut se méfier toujours, tu vois, des vidéos sur lesquelles tu tombes, de ce qu'on te raconte dans les vidéos. Les gens, bon, ben voilà, il faut comprendre que des fois, ben, ils ont un fonds de commerce, voilà, il y a plein de choses qui sont derrière, hein. Je veux dire, je suis pas le premier à le dire, hein. Robert Masson les avait dénoncés, la plupart des naturopathes, soi-disant végans, qui, quand ils étaient ensemble, eh ben, ils mangeaient un steak devant lui, quoi. D'accord. Donc Mm, voilà, c'est toujours le même truc. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que l'histoire est bien racontée qu'elle est forcément bonne. mm. Ouais. Ok, bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou Moi, je pense si qu'on a est-ce bien que fait le ouais, tour, je hein. pense qu'on a fait un On bon est tour parti là, ça sans fait un faire de bon plan, tu moment vois, et et on est bah oui, parti ouais, c'est au souvent feeling, comme et au ça. final, ben, ça a Ouais, donné ce que ça a donné. Et puis, ouais. je pense qu'on a mis pas mal d'informations, on a discuté de pas mal de choses. Tu as ouvert un volet avec ta maman, tu as ouvert un volet avec ton ami, tout ça. Puis, on a évolué voilà, d'un sujet à l'autre, et je pense que ça fait une vidéo qui reste quand même intéressante pour les gens qui ne sont pas au fait avec la médecine fonctionnelle et la nutrition fonctionnelle pour le coup et de comprendre que ben voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on veut bien le dire et que au final, ça reste toujours quelque chose de très individualisé, quelque chose qui doit être fait sur mesure et qui doit être aussi fait de manière sécuritaire.
on a évoqué pas mal de dangers qui pourraient être faits en termes de nutrition. Et je pense que c'est important et tu as bien fait de le faire. On voit bien que même des gens qui sont naturopathes et tout se mettent dans des situations, des fois, qui sont juste, voilà, ubuesques, hein. On va se retrouver dans des états et on va se dire, mais comment j'ai tout fait bien et tout. En fait, si on regarde bien en détail, bon, ben voilà, on n'a pas assez mangé, on a ci, on a ça, voilà, ou peut-être qu'on n'a pas traité une cause sous-jacente, ou Mhm. peut-être, voilà, il peut y avoir énormément de choses. C'est pour ça que c'est toujours important de se faire accompagner par quelqu'un de compétent qui sait de quoi il parle et qui va toujours, voilà, faire en sorte qu'on reste dans le sécuritaire. Bah, tout à fait. Je vais mettre ton lien, le lien de ton site sous la vidéo. Ben, Donc, c'est si gentil. jamais, si jamais les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont été intéressées par tes propos et ont envie de s'engager, de travailler avec toi et de remplir la candidature, le questionnaire, c'est ça? Et ben, Ouais, il y a un voilà, questionnaire, puis voilà, les places sont je le limitées parce fasse. que comme tu le sais, je dirige Bah, une bien école, sûr, ouais, ouais, donc ouais. je garde un minimum, mais quand je m'en occupe pleinement et je fais en sorte que voilà. Après, les gens, il faut qu'ils comprennent, hein, c'est participatif, c'est pas moi qui vais Tout à tout fait, faire, moi je vais aider, mais voilà, tout à fait. Bah, je te remercie beaucoup, Abdelaziz, d'être venu. Moi, j'ai très avec hâte plaisir. aussi d'échanger à nouveau avec toi et puis de suivre la formation. Voilà, j'ai très envie de suivre la formation. Donc, Eh bien, écoute, on est impatient de te recevoir et on est ravis que tu nous aies reçus aujourd'hui. Et puis, c'est encore une belle rencontre, hein, ça fait partie du métier et mm. c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, du coup, voilà, on Moi aussi, rencontre moi toujours des aussi. gens. Ouais, Ouais. c'est vrai. Là, sur la chaîne, j'ai pas mal d'intervenants qui sont, voilà, qui sont devenus des amis et avec qui je discute régulièrement. Donc, c'est super. Que des gens bienveillants, ça fait du bien. Ça fait du Ouais, bien. mais c'est bien, mais de toute façon, ouais, tu sais, on n'est pas là par hasard, hein. Ouais, Donc, c'est tu sais, vrai. on est tombés tous les deux à parler de spiritualité, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, tu vois, on n'est pas là par hasard. Limite, c'est pas nous qui avons choisi quelque part. Tout à fait. On a Je suis suivi un bien chemin d'accord. qui nous a été tracé Ouais. quelque part. Mm. Ben, merci beaucoup. Merci à toi Il et y avait un merci type à... hier, attends, je te fais juste un dernier point. Il y Oui. avait un type hier qui est Omar Zaïd, un mec dont j'avais traduit le livre et qui est vraiment une personne adorable. Et il faisait justement, il exposait la différence. C'est très difficile à mettre en français, alors je vais le dire en anglais. Il faisait la différence entre fate and destiny. Mhm. Tu vois, Oui. fate, c'est presque, tu vois, c'est quelque chose de presque négatif qui t'arrive, c'est la Ouais, c'est un peu la conséquence de tes actes fatalité. quelque part. Alors que la destinée, c'est quelque chose qui, voilà. Et quand tu es aligné avec toi-même, tu as plus tendance à suivre destiny qu'à suivre the Fate. fate, tu Oui, vois. Et il parlait absolument. justement par rapport à ce qui se passe en Palestine et tout, et c'est super intéressant. Mm. Mm. Ah, c'est beau, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense que Voilà. Fate, tu peux avoir pas mal de conséquences négatives aussi dans ta vie, de choses pas très cool qui t'arrivent. Puis tu C'est mets la ça sur le conséquence, c'est dos de presque, la... on pourrait le traduire presque par karma quelque part, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. What goes around comes around, tu Mm. vois. Donc, tu es quelque part, tu subis un petit peu la conséquence de ce que tu dégages et de ce que tu fais autour de toi. Et Ouais, quand tu le fais dans la fitra, comme on dit nous, quand tu le fais dans ton état primordial, quand tu restes dans la lignée de ce que tu devrais faire et que tu es aligné avec ce que tu es et ce que tu devrais être, et forcément, tu empruntes le chemin de la destinée plutôt que celui de la fatalité. j'aime bien ça. Ça me parle, hein. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je te remercie, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus. Attends, je vais juste couper la vidéo. Hop.